Dans le hip-hop, en fin de compte, j'ai fait Madonna, j'ai fait Michael Jackson, j'ai fait Rick Ross, j'ai fait Lana Del Rey, j'ai fait un petit peu le monde des stars, j'ai fait Jay-Z, j'ai fait... T'as fait quoi pour Jay-Z? J'ai fait des pièces pour lui, spécialement pour lui. Et son dernier concert, j'ai créé une pièce de son portrait à lui qui a été mis en exposition dans son loge et qu'il a pris pour lui. Oh, she loves it. She loves it. She's going for it. Whoa, 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 whoa! What the hell are you doing? You can't throw art in the trash. Oh, that wasn't art, it was garbage. Ce sera sans moi, vous craignez un peu trop. Désolé, mais vous craignez. Non, oubliez, vous craignez pas. Vous êtes craignos, désolé. Ils vont dissoudre votre club, et alors? Je bosse, je peux pas. Vous craignez grave. Je savais que c'était impossible de trouver quelqu'un à cette époque de l'année. Je veux pas dire, mais on nous a pas maltraités de craignos. Ça me donne envie de partir aussi. C'est la fin! Calme-toi! Bienvenue dans le Queen Club, le podcast qui parle de tout et surtout de rien. Je suis Queen Terrast et aujourd'hui on va parler de Exit Through the Gift Shop, un film documentaire réalisé par Thierry Guetta, sorti en 2010 et produit par Banksy. Et pour parler de ce chef-d'œuvre de street art, je suis entouré de mes brainwashed préférés, Moche, salut Moche. Hello. Et Sybille, salut Sybille. Hi. Toujours incroyable Discord. Et nous ne sommes pas seuls, car en effet nous avons un invité. Mage à longue barbe de niveau 67, major de promo de la Yaoi School de Saint-Ouen-en-Lombert, musicien cyberpunk quand il ne passe pas la plupart de son temps à jouer à des jeux de pêche et faire la tier list des squelettes les plus sexy dans le jeu vidéo. Je parle bien sûr de notre plus gros... qu'on connaisse, c'est Onsi Buno. Bonjour. Oh putain de merde. Je comprends mieux la réaction de tes parents au fait que tu les réveilles. Le fait que je vais censurer tout ça, ça va être incroyable. J'espère qu'on va entendre ton père débarquer dans ta chambre en plein milieu de l'enregistrement. Avec une ceinture, t'as pas honte d'être homophobe? Pas Gaël, t'es complètement fou. Bah ouais. Comment ça va, Onsi Buno? Bien. Voilà. Est-ce que tu peux te déglutir avant de parler, connard? Oui, bah, tu m'as posé la question pendant que je buvais. Putain, pauvre de merde. Je me fais bully. Ça commence déjà. Eh ben, il faut pas boire. Voilà, Attends, c'est ouais. plus l'heure de boire. Et bienvenue au Queen Club, hein. Est-ce que tu veux augmenter ta présentation, peut-être? Non, c'est parfait. Une large représentation. Moi, je peux si tu m'autorises. Vas-y, Moche, Queen, vas-y, présente-toi, représente-moi. Non, mais c'est un tout petit truc, mais il y a pas longtemps, tu m'as fait regarder Cagliostro, donc moi, j'ai juste envie de rajouter que du coup, Onsi est au Queen Club, bien sûr. Onsi est au Queen Club, que Zanikata est à Lupin 3. T'es pas dans le polycule, mais on baisse quand même, tu vois. Oui, exactement. Pendant longtemps, ça a un peu été notre quatrième larron, hein, mais vu que c'est un homosexuel, on a dit que ça faisait mauvais genre, donc... Et ça vient quand même de lui, nous qui chantons Sexe en main pendant l'épisode de Pump Up the Volume. Je tiens quand même à le rappeler. Oui. Tout est de ma faute. Sylvain était horrifié par cette horreur qu'on a chantée, c'est à cause de lui, donc envoyez-lui tous les messages de haine. Non, je plaisante. Et allez, on la rechante. Sexe en main. Alors, c'est non. Pourquoi tu nous as proposé ce documentaire, que tu vas nous résumer d'ailleurs? Alors, je peux le résumer, mais c'est pas moi qui l'ai proposé. Oh, twist. Que ce soit clair. Oh, le twist. Oh, le twist. Vas-y, résume-nous tout ça. Mais, du coup, Faites le mur, Exit Through the Gift Shop, c'est une première partie où on le suit Thierry Guetta en train de filmer des street artistes à travers la France et les États-Unis. J'allais dire le monde, mais ce serait faux. Oui. Oui. Et
il y a une deuxième partie où c'est lui qui passe devant la caméra et qui devient l'artiste qu'on suit. Littéralement le côté obscur. Hein. Oui. Ouais, merde. On en Et du parlera. coup, c'est quoi ce twist sur en fait que c'est pas toi qui a proposé ce... Bah, c'est pas un twist du tout. Moche, elle disait un jour tu viendras dans le podcast. Un jour, elle a dit on pourrait regarder Faites le mur. Ouais. Et j'ai dit ok. Mais par contre, Et du coup, pourquoi, moi, il y a Moche un twist. Ah. Moi, de mon côté, Vas-y. il y a un énorme twist. Oula. Parce que... Effectivement, on cherchait des thèmes, et comme c'est vrai qu'on parle régulièrement d'art, je me suis souvenu de ce documentaire que j'avais vu il y a tard l'époque, comme vous le dites, vous les jeunes. Le truc, c'est que j'ai dû le voir dans des conditions un peu genre scolaires, et du coup, c'est le genre de documentaire où on te le lance pendant les cours, puis à un moment ça sonne et tu te casses. Ce qui fait que moi, au moment où je l'ai proposé pour le podcast, Mr. Brainwash n'existait pas dans ma tête. T'as pas été encore brainwash, quoi. Toute cette partie-là du film n'existait pas pour moi au moment où je vous ai proposé ce truc. C'était « cool, machin, sur le street art, machin et tout. » Oh boy. Mais t'as dû être Putain de merde. écrasé par une ambulance, quoi. Genre, c'est... Ouais. Alors twist, qu'il quoi. était là depuis le début. Oui. Oui, c'est littéralement un twist à la Usual Suspect. Moche, elle a lâché sa tasse de café en mode Mais le pire, c'est que en voyant et en revoyant le truc, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai moins de problèmes avec Mr. Brainwash qu'avec Banksy, en fait. Ça, faudra en parler. On en parlera plus tard, Ça, bien faut sûr. en en parler. Mais c'est incroyable, c'est qu'il commence le documentaire en disant alors à la base, c'est ce mec qui voulait faire un documentaire sur moi. Gros mytho, c'était pas spécialement sur toi, c'était sur tous les street artistes. Calme bien ton cul, mon gars. J'ai relancé ce matin, genre 10 minutes avant qu'on lance le vocal, et je me suis arrêté à ce moment-là en me disant mais il ment. C'est complètement faux. Mais en plus, il dit ça, et après il dit mais il est tellement plus intéressant que moi, alors en fait on a fait un reportage sur lui, mais la totalité du reportage dit tellement sur Banksy. Je sais pas s'il s'en rend compte, mais ça dit tellement de choses sur lui, et c'est pas des choses très glorieuses, donc franchement, de mes revisionnages, j'ai plus de problèmes avec Banksy qu'avec Mr. Brainwash au final. Mon avis sur ce documentaire, c'est que tout le long, j'ai cru à un mockumentary, en fait. J'ai cru que c'était un faux documentaire. Il y en a eu beaucoup comme ça. Parce que, déjà, Monsieur Brainwash, enfin, Thierry Guetta, il ressemble à Rob Schneider. Donc, pendant tout le truc, je fais, non, mais en fait, il va faire un reveal, en fait, je suis t'es un peu la Borat, toi. Genre, oui. My Street Art. C'est genre... Et à la fin, je suis allé checker, parce que du coup, Onsi nous a aussi passé des interviews faites pour Click avec Mouloud Achour. Des années après le docu, d'ailleurs. C'est pas à la sortie. Oui, c'est après. Oui. Et je pense que c'est intéressant parce que moi, quand j'ai revu le docu, à la fin, je me suis dit, est-ce que, genre, combien de temps ça a duré, Mr. Brainwash? Parce que j'en entends plus parler de lui, tu vois. Mais le docu, c'est genre... Enfin, les interviews Click sont genre des années après. Donc... Et il continue, hein. Mais oui, il a bossé pour Lana Del Rey, genre... Toujours vivant, toujours la banane, quoi. Mais c'est un truc de fou, ça me termine parce que pendant tout le documentaire, j'ai eu la même sensation quand on a regardé le documentaire sur Set Anger de Metallica. J'aurais fait un documentaire à charge pour dire que le street art c'est fait par des bouffons pour des bouffons. Exactement. Que je me suis dit, non mais c'est pas possible, mais genre... Personne ne se rend compte que on se fout de votre gueule. Oui. Mais c'est un truc de malade en fait. Donc je suis très contente que Moche nous a proposé ça. Sibyl, c'est quoi ton avis sur ce documentaire? Alors moi pour le coup j'avoue que j'ai vu après que des gens se disaient que c'était sûrement un mockumentary ou un hoax ou un truc comme ça, et alors que moi pendant tout le film j'étais là en mode non mais ça c'est full premier degré hein. Ah moi j'y crois premier degré à tout ça hein. Tout ça a eu lieu et j'avais raison. Mais du coup j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que des gens absolument cherchaient à se dire que c'était un mockumentaire ou alors que c'était un prank, que Banksy avait voulu pranker tout le monde avec ça. Enfin j'étais un peu en mode... En plus tout le monde de la prod passe son temps à répéter que non. Donc c'est le côté The Office un peu en fait, parce qu'il y a aussi des interviews où les mecs reviennent un peu sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Il y a un peu un côté double entendre, je sais plus comment on dit en français, mais genre il y a un clash de vision en fait. En mode il y a un mec qui fait de la merde et plus tard il fait genre ouais, je savais qu'en fait c'était de la merde, mais j'ai fait exprès de faire de la merde, c'est un peu ça l'art. Et je suis en mode, non mais... Puis, je pense que la réaction est aussi très liée à ce que les gens projettent de Banksy. Genre, il y a, je sais pas si t'as vu les interviews, mais... Bah si, c'est même moi qui te l'ai dit.
Pardon. Non, les interviews de Ouais, clics. excuse-toi, Ah ouais, oui, excuse-toi. il faut savoir, Onsibuno déteste les femmes. Hein. Pardon. Onsi déteste les femmes. Il est l'homosexuel qui est misogyne, hein, on Mais rappelle. les gens doutent encore si Mr. Brainwash c'est Banksy. Donc je pense qu'il y a vraiment les gens projettent des choses de non mais en fait Banksy il est loin devant nous et si je crois que le film est premier degré il m'a eu. Ouais, 5D chess, genre. Ils en font vraiment des caisses. Oh, quel branleur. Mais attends, pour répondre à tes questions, j'ai personnellement beaucoup aimé le documentaire. J'ai trouvé vachement intéressant et j'ai trop hâte d'en parler. Oh. Ça serait bien de faire un podcast dessus du coup. Ah, ce serait pas mal. Hein. On pourrait appeler ça le Onsi Club. Bah tiens, d'ailleurs, Onsi, c'est quoi ton avis sur le documentaire parce que tu ne l'as pas donné? Mon avis maintenant, il vous rejoint un peu parce qu'il y a un truc très, enfin sur ce que disait Moche à charge contre Banksy quoi, et enfin c'est très insupportable, c'est très énervant de les voir parler et tout ça. Mais quand j'étais petit, et la première fois que je l'ai vu, je trouvais ça, la première partie en tout cas, j'ai trouvé ça trop cool et trop inspirant et ça me donnait envie de faire de l'art. Grave. Oui, il y a un côté rébellion parce qu'ils font du parcours, ils outrepassent un peu les limites. Tout le principe, c'est qu'en fait, ils font des tags à la con sur les murs d'immeubles et trucs comme ça, donc ils se mettent aussi bien en danger envers eux-mêmes que la loi. Des tags à la con, quoi. Oh. C'est clair. C'est de l'art, madame. Ah oui, non, les tags, c'est mieux. Les tags, c'est littéralement mieux. Hein, excuse-moi. En parlant de tags, on va lancer le documentaire qui, d'ailleurs, tire à balles réelles sur Paramount. Free Palestine, hein, bien sûr, hein, rappel. Parce que Paramount, c'est tenu par des actionnaires israéliens, bande de bâtards de merde. Ah, les chiens. Et on découvre notre spécimen. Comment pourrais-je dire comment dire Thierry Guetta. Bah attends, ça Thierry s'ouvre sur Guetta. Banksy déjà. Sauf sur Banksy déjà. Qui pose son cul sur sa chaise dans un décor qui est bien préparé, bien cadré. Alors tous les autres qui seront interviewés seront vraiment interviewés comme de la merde, mais vraiment dans des décors de merde éclairés comme des culs. Mais alors lui, oh là là, attention, petite mise en scène, petit cadrage, petite lumière et tout. Non mais C'est vrai que j'ai noté, il y a beaucoup de montages de plusieurs graphes genre sur des murs, et c'est vraiment les trucs les plus gays et nuls à chier que vous pourrez voir ever. Vraiment, en fait, tout ça, en fait, le 3/4 de l'art qu'on va voir dans ce film, c'est vraiment genre le Yoda Stop War, et t'as des mecs sur Reddit qui font « Waouh, cet art a vraiment brisé ma conscience c'est ce qui me... Enfin, comment dire? Vous allez pas me faire croire que dans le street art, il n'y a pas des gens qui disent les termes. Parce que là, effectivement, le truc, c'est que tous ceux qu'on nous montre, c'est vraiment... Tout se laisse. C'est des poseurs. Moi, j'ai noté, quand soudain le poseur ultime arrive, Banksy, toi, et c'est que comme ça. Moi, c'est un truc que j'ai noté en le revoyant la première fois il y a quelques semaines, parce que je me rappelais pas, dans le montage de début, on voit du vrai graffiti et du vrai tag. Oui. Pas des pochoirs ou des gens qui dessinent des dents sur des affiches publicitaires. Ou du collage, ouais. Ça m'a surpris et j'ai trouvé ça très... Ils sont conscients que ça vient de là leur truc à la base, tu vois. Et je suis même pas sûr qu'ils le mentionnent, en fait. Non, pas du tout. Mais du coup, ça m'a surpris qu'ils le montrent. C'est ça qui est terrible, c'est que, en fait, pour justifier le fait d'avoir ce mec, Thierry Guetta, qui vraiment leur colle au fion en permanence... Ah, c'est une crotte de poisson rouge, hein. Et qui leur casse les couilles. La justification, c'est... Ouais, mais il est en train de capturer toute l'essence de l'émergence du mouvement street art. C'est super important, les images qu'on a. Et le film ne parle pas du tout de street art. Moi, j'ai noté, il fallait attendre que les blancs se mettent à taguer les murs pour dire que le street art, c'est de l'art. Toi, c'est limite ça, le truc, ça me fait mourir de rire, quoi. Mais c'est vrai que toutes les personnes qu'on voit, c'est que des blancs. La seule personne noire qu'on verra dans tout le film, c'est un mec qui dit ouais, là, Mr. Brainwash, c'est vraiment l'art du 21e siècle, quoi. Ça me fait mourir de rire. Je suis là, ouais, donc... Ah si, il y a chaque fou, vite fait. Il y a Shaquille O'Neal, quoi. Voilà, alors ça, pour le coup, moi, je le mets à charge pour Banksy, c'est que c'est lui qui a récupéré... Alors, j'en parle dans le désordre, mais on va tout vous expliquer, mais il récupère tous les rushs du mec, parce que le mec, son soi-disant documentaire, c'est de la merde et on voit rien. Il récupère tous les rushs, il a l'archive d'énormément de street artistes, et il pourrait faire un documentaire sur le street art. Il a ça, et il décide de faire un truc moitié à sa gloire, moitié qui parle de Mr. Brainwash. Putain! Oui. C'est vrai. Et je pense que toutes ces cassettes, elles existent encore, donc... Il y a encore 10 000 heures de rush quelque part. Ouais, mais moi je dis que le premier film Lost Media, c'est peut-être une meilleure forme d'art que
le documentaire qu'on a. Hein. Mais je voulais trop qu'on voit Life Remote Control avant le podcast, mais le film il est vraiment pas trouvable, hein, c'est terrible. Bah oui, c'est un Lost Media, je l'ai Puis il est moi dans le je wiki. me disais, avant d'arriver à cette séquence, je me disais, ça serait cool de pouvoir voir son film original, parce que ça doit être intéressant, mais l'extrait qui passe dans le film, Ne donne pas c'est envie. quelque chose aussi. Oh putain. Ouais, c'est Oui. des YouTube poop un peu noise. Mais là, on va beaucoup trop vite parce que là, d'abord, on a du coup le poseur ultime, Banksy, qui nous explique qu'il y a un con d'expat qui a voulu faire un documentaire sur lui, mais que lui-même, du coup, Thierry Guetta, était un meilleur objet de recherche. Et en fait, Thierry Guetta, je crois que c'est une personne détestable. Le mec, alors, déjà, le mec, il s'introduit en mode, ouais, alors, moi, je suis une grosse merde qui tient un free shop où je vends des merdes pas chères à d'autres très très chères. Voilà. Donc, on suit vraiment un gros branleur. Il achète des t-shirts à 50 balles et il les revend genre 400 voire 5000 balles à des Non. mecs qui aiment bien la mode. Il achète pas des t-shirts 50 balles, il achète 50 Des kilos vêtements. de t-shirts 50 balles. Oui, c'est ça. C'est- il- Ah Oh, Il putain. achète des gros sacs de Oui, vêtements. ça, il va dans les boutiques de pauvres ou des les free shops, littéralement, je sais plus quoi, les Des les, friperies, des un conneries peu comme les ça, dépôts ouais. militaires, quoi. Genre, Mm. c'est des trucs où en fait tu cherches vraiment des trucs pas chers et il va les revendre ultra cher. Voilà, donc c'est une grosse merde, c'est ça. On apprend aussi qu'il a un délire, c'est que il se filme tout le temps. Et c'est un parallèle que j'ai bien aimé que Mouloud Achour a lui-même fait, c'est que à l'époque il était vu comme bizarre de toujours tout filmer, filmer tous les instants de sa vie. Et en fait, je l'ai noté, c'est qu'un peu, de nos jours, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps, en fait. On documente notre vie tout le temps, par des stories, par... Ouais. Il y a un côté où, ce qu'ils faisaient avant, comme c'était weirdo, et de nos jours, en fait, on est un peu habitué, en fait. Donc, je trouve ça assez Bah là drôle. actuellement je filme d'ailleurs moi en train de parler derrière mon micro. Hein. Oui, Mais oui c'est Sybille, vrai. toi, t'es un peu notre égérie, t'es... Je suis de toute façon la mascotte, donc Oui, à c'est ce vrai. stade. Oh putain, impatiente de mettre des pochoirs Sybille sur tous les putains de murs ever, quoi. Comme Alors, ce connard, là, sur Paris. Des pochoirs, je sais pas. Par contre, sachez que j'ai commandé des planches de stickers vierges, donc Oh mon dieu Waouh. Incroyable. il y a un monde. Oh mais je vais tellement en prendre. Il y a un monde Je vais où... tellement les mettre où sur ma j'escalade la gourde. tour Eiffel et que je pose Sybille sur... Oh oui. Oh oui. Oh En génial. haut de la tour Oh, c'est Eiffel. génial. en haut de la tour Eiffel. Et après, je suis shut down tel Donkey Kong. King Kong, parce que Donkey Kong, on s'en branle. Bref. Perdu pour Donkey Kong. Du coup, Thierry Guetta est un mec qui filme tout le temps et il va commencer à filmer son cousin qui est Space Invader, qui est un mec qui fait des mosaïques de Space Invader, donc les petits ennemis dans le jeu éponyme, et qui le suit collé sur les bâtiments. Et Oui. en fait, c'est ce genre de connard qui mettent... est-ce que vous êtes déjà allé sur Paris? Il y a un connard pendant un temps qui avait collé genre un montage de Jon Snow et John Hammond, ou un truc comme ça, je crois. Et c'était partout. Et j'étais vraiment en mode, mais c'est chum de ouf, bande de connards de merde. Arrêtez. Ah je Bah, c'est j'ai la pas même vu veine. ça. Et je pense que, en vrai, Space Invaders, quand tu le prends dans la globalité des gens qui sont montrés dans le docu, c'est C'est le vraiment poutrou. le gars qui fait son petit truc. Genre, c'est pas super, Oui. Alors, genre, tu vois, il reprend juste, mais il y a un truc un peu, à la fin, il est en mode, j'ai plus envie de vous parler, cassez-vous, quoi. Oui. j'aurais été d'accord avec toi si j'avais pas été sur son Wikipédia, Ah. Oh putain. Oula. parce que Meurtre, trafic de meurtre. non. Alors ça va, il a pas de salbo au cul par rapport à ça non plus, mais il a pas seulement été les coller dans la rue, il a aussi été les coller au Louvre. Ah. Sur Là, des œuvres. dernièrement, il fait des mosaïques avec des Rubik's Cube pour reprendre des tableaux célèbres. Bon, on s'emmerde Ah, un peu, waouh. tu vois. Enfin, donc, Ah bah, Ouais, ça, ok. c'est de l'art de clic de merde, hein, de toute façon. bah non, mais ça, c'est de l'art que tu vois sur ta TL, tu scrolls, en fait. Enfin, c'est... Oui, parce que pour moi, Space Invaders, ça s'arrêtait à, quand je suis à Paris, j'en vois un, je fais, oh, regardez, il y a ça. Et Oui. après, on retourne à nos vies, tu vois. De l'art Soïjak, on pointe du doigt, on fait oh, et voilà. Bah ouais, mais moi, personnellement, j'aime quand même l'idée du street art comme, Un art éphémère. juste, on va mettre du truc dans la rue, en fait. Oui. Oui, réappropriation de la rue Tu vois, pour. j'ai pas besoin d'aller dans un musée ou dans une galerie pour aller voir de l'art. Je peux juste me réapproprier l'espace que j'ai autour de moi. Même si, moi, du coup, ça me demande des questionnements. Parce que, comme on sait, la première fois que j'ai vu le reportage, j'ai dit « Ah putain, trop bien, cool. Ah, ça donne trop envie. Ah merde, je suis à la campagne. » Bah, tu mets des stickers sur des vaches, c'est tout. Hein. Bah, comme Banksy. Bah ouais, non, mais c'est compliqué, quoi. Ouais, C'est tu prends les compliqué. éléphants en rose et blanc. Non, mais il y a un... Parce que moi, alors, j'ai changé depuis, j'ai grandi, il y a eu du character Vas-y, development. vas-y.
J'ai le Mais toit, là. quand j'étais au lycée, j'aimais bien Banksy. Genre, j'ai des bouquins sur lui. Oh, wow. Ah oui, Et d'accord. j'ai fait du pochoir et du graffiti. Oh Et il y a un bouquin de Banksy où il parle de ses débuts et il habitait à la campagne en Angleterre et il faisait des graffitis sur les vaches. Ah, marrant, ça. Et du coup, il y a des photos Aïe, aïe. de vaches avec des tags Banksy sur le côté, quoi. Est-ce qu'on perce l'abcès maintenant et on parle de Banksy en général ou on attend plus tard? Peut-être attendre plus tard, en vrai. Ouais, peut-être plus tard quand on aura assez présenté ses œuvres aussi. Parce que du coup, là, ouais. tout le long, c'est juste... Il suit Space Invader, puis après il part aux US, parce que c'est un expat de merde, et il va faire chier les artistes de LA, du coup. En fait, d'ailleurs, s'il commence à faire chier les artistes de LA, c'est parce qu'à un moment, Invaders va venir à LA, et puis il va faire des trucs, et puis en fait, après, il va mettre en relation Thierry Guetta avec Shepard Fairey, et à partir de là, Shepard Fairey va le mettre aussi en relation avec d'autres street artistes, et c'est là où Oui. Thierry Guetta va vraiment commencer à... D'abord, il fait aussi avec des artistes parisiens, je pense. Il me semble, dans Oui, le il y a- montage. il y a vite fait quelques... Oui, bah, on le voit au début avec Monsieur André. Où il y a des plans... D'ailleurs, c'est très très drôle parce que on a un tout petit extrait de eux qui papotent dans un bar où un gars lui demande ce qu'il fait et ça arrive plusieurs fois dans le reportage. À chaque fois que quelqu'un demande à Thierry Guetta ce qu'il fait dans la vie, il esquive la question, il dit pas ce qu'il fait. Oui. Et je pense que, tu vois, aussi connard qu'il soit à vendre ses t-shirts à 400 balles, je crois que inconsciemment dans son esprit, il sait que c'est de la merde et qu'il doit pas le dire. Oui. Bah, en fait, Parasite, c'est pas un bon métier, en fait. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il est juste super fan des street artistes et il est en mode non mais moi je suis pas aussi cool que vous les gars. Ah, je sais pas. Au début. Il a un syndrome d'infériorité un peu pendant tout le film, d'ailleurs. Et même, c'est jusqu'à limite jusqu'à la fin, quoi. Mais du coup, il arrive à LA et il rencontre Shepard Fairey. Donc, c'est le gars qui a fait le Hope de Obama, hein. Et, Oui. et plusieurs choses. Le mec, il ressemble à une photo de Elon Musk quand il était en cosplay Liberté. Oh putain. Il a le même air d'abruti fini, sans émotion, en fait. Non, il passe son temps à sourire, arrête. Oh, bah, je sais pas, il a les yeux morts. Et vu que le mec, il passe, genre... Non mais, vous me dites pas que cette putain de photo, là, c'est pas putain de Elon Musk qui dit liberté, quoi. Genre, Enfin, pas les... C'est genre, là, c'est un truc de malade, quoi. Ah. Ok, non mais oui, d'accord. Non mais sur ce shoot-là... Et surtout que le mec, mais- il imprime de l'art. C'est juste ça son truc, hein. Alors, on a un problème avec les gens qui impriment de l'art. Bah, le mec, il fait plus que ça, du coup, hein. On va taper Et sur c'est aussi le mec qui a Andy fait Warhol, ça y Obey. est, on commence. Bah, en fait, c'est ça le truc. On suit des artistes, j'ai pas envie de dire qu'ils étaient intègres, parce qu'on s'en branle, toi, mais qui parlent de leur projet passé, et maintenant, en fait, ils touchent de la maille. Parce que, aussi bien Banksy, genre Banksy il peut dire, je suis passé pour l'argent, mais vu tout ce qu'il va faire, t'as besoin de thunes pour payer tout ça, toi. Non, mais on en parle. Et Shepard, lui, qui doit toucher 30 milliards de trucs, parce que c'est lui qui a fait aussi bien le Hope de Obama, donc on a dû le payer pas mal quand même. Et les t-shirts, enfin, l'illustration Obey. D'ailleurs, je ne savais pas du coup que c'était le catcheur Palou Ferrigno, c'est André the Giant. André the Giant. André the Giant, merci. Français. Qui était Max pour mettre Obey dessus. Et après, en fait, il y a un peu un côté, ça m'a rappelé le documentaire Queercore. Donc sur la romance homo-punk, il parle du fait que c'était... Ah, à la base, c'était juste une private joke que j'ai entre potes, et j'ai commencé à le poster partout, et du coup, ça donnait un peu une aura à tout ça. Et en fait, dans le documentaire Queercore, on apprend que au Canada, la mouvance homo-punk a commencé en taguant des faux noms de groupes sur les murs des villes, pour donner, en fait, genre, ah ouais, moi, j'adore, en fait, je sais pas, Bleeding Anus. Et le mec, il se moquait parce que c'était des faux groupes, toi. Et en fait, après, ils ont commencé à faire des groupes de queercore. Donc c'est un peu un côté d'art guérilla que j'aime beaucoup, en fait. Oui, mais moi j'ai une question, Une question auquel le documentaire ne répond pas parce que le documentaire ne se pose jamais avec les artistes pour demander c'est quoi leur plan en fait, c'est quoi leur but, motif. Ouais. Le seul qu'on a, c'est un mec random qui s'appelait, c'est quoi, il se fait appeler Borf, je crois, où il t'explique que il avait un pote quand il était au lycée qui s'est suicidé, qui s'appelait Borf. Et du coup, maintenant, il tag en signant Borf pour qu'il soit toujours là. Enfin, c'est le seul. Mais alors, lui, quand il t'explique, ah bah moi, je fais plein de photocopies et je vais en coller partout pour que, d'un seul coup, ça ait l'air important. Ok, mais important pourquoi ? C'est quoi la finalité de ton truc ? Ça a l'air important et après quoi ? Enfin, on a jamais d'explication sur c'est quoi le but final de leur truc. Mais ça a l'air juste pour se faire remarquer, tu vois. Enfin, c'est... Limite, Bansky, il y a un peu un côté choqué, tu vois. C'est un peu le seul qui a un but, lui, il ne le dit pas, mais c'est ça. Quand on ira, par exemple, on se retrouvera plus tard un peu à Gaza,
Donc là, en fait, ces tags feront parler, justement... En fait, de par la présence de Banksy, on va parler du traitement des Gazaouis. Tu vas trop vite. Oui, mais c'est juste pour dire... pour dire que Banksy, limite, s'il est aussi célèbre, c'est parce que... Même récemment encore, il y a un Banksy qui a été effacé, et du coup, ça a donné encore plus d'aura à son art. Et des fois, limite, ça m'a rappelé, par exemple, il y a pas longtemps, pour dénoncer les traitements de l'ICE, il y a un mec qui est venu en Batman, genre au tribunal, et tout le monde est en mode « Oh, regardez, il y a un mec, il est venu habillé en Batman. » Je fais « Ouais, mais les mecs, ils seraient pas venus habillés en Batman, tout le monde en aurait eu rien à foutre, toi. » Et c'est parce que le mec est venu en Batman pour parler des traitements de l'ICE contre les civils, peu importe immigrés ou non immigrés, que on a parlé de l'affaire. Donc je peux comprendre que des fois, le street art peut servir aussi bien par la présence, même si l'art est neutre, comme juste tu mets André the Giant qui crie obèse sur quelque chose, ça peut mettre un point de focus sur un objet, toi. Je suis surpris qu'ils en parlaient pas dans le docu, mais ce que fait Shepard Fairey, c'est très... Merde, le film... Ah putain, ça va prendre 10 minutes. T'inquiète, le film de science-fiction de... Carpenter, j'ai oublié le nom. Ah oui, bah oui. Oui, bien sûr, Invasion à Los Angeles. Et pour moi, genre, c'est un copycat de ça, tu vois. Zeliv. Exactement. Parce que par rapport à leur motivation, le point dont je m'étais pas rendu compte il y a 10 ans, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup au début qui étaient juste des ados, jeunes adultes blancs qui s'emmerdent et qui ont besoin de genre faire des trucs. Et du coup, ils s'en foutent d'une finalité, ils sortent et ils collent des trucs parce que c'est counter-culture et c'est cool, tu vois. Qu'est-ce que je faisais moi aussi? Limite, c'est... Oui, mais totalement, mais de toute façon, rien que le principe, moi je sais que gamine, je faisais ça aussi beaucoup avec des potes, c'est que nous, on faisait beaucoup de... Pas parcours non plus, mais on aimait beaucoup entrer dans des endroits où il fallait pas être, tu vois, faire de l'invasion de propriété, je sais même pas comment on dit, bref. Et on faisait ça beaucoup, énormément, gamin, parce qu'il y avait un côté de... Liberté. Oh non. Mais après, tu vois, c'est vrai que Shepard, au début, quand on le voit, on apprend dès le début qu'il fait ça depuis 10 ans et demi. Et moi, dès ce moment-là, je me suis posé la question de mais comment tu gagnes ta vie? Et si tu fais... Parce que là, il a genre trentaine, début trentaine. Il faudra checker... Est-ce que leur nom de leurs parents, ils sont bleus sur Wikipédia, toi? Alors là... Après, il y a un moment où on le voit prendre l'avion et tout ça, et je pense que à force, il avait de la thune. Mais ce qui fait au début coller des affiches, le papier d'affiche que tu sais pas ce qui est le plus cher à l'imprimerie, moi je le sais parce qu'on en a discuté hier de prix d'impression. Et du coup, je pense qu'au début, t'as pas besoin, genre s'il a un job étudiant, il peut faire ça. Acheter de la colle à affiches et imprimer 20 affiches en noir et blanc, quoi. On est avant 2008, donc techniquement... Les jobs, ils sont pas non... Enfin, c'est déjà la crise un peu, tout ça a toujours été la crise pour nous, toi. Mais il y a un côté... C'était moins infernal qu'à l'époque, toi. Donc ils font tout leur collage de nuit à la Batman, bien sûr, parce que vu que c'est de l'art guérilla, il y a plusieurs instances où ils se font emmerder par les flics. À Cap, bien sûr. À Cap. Thierry, ce con qui fout sa lampe, et je sais pas ce qu'il lui a dit, non mais, fais pas ça. Oui, c'est ça. Le mec, attends, je vais mettre mon alarme. Putain. Mais du coup, par rapport à tout ce qu'on dit là... Alors, sans doute qu'au moment où il taguait des vaches, c'était pas le cas et il se faisait chier, mais au moment du reportage, je suis une connasse, du documentaire, je mettrais déjà pas Banksy dans la même catégorie que les autres parce que, en termes de, c'est des jeunes blancs qui se font chier et qui font ça parce que c'est la contre-culture. Ah non, mais oui. Je pense vraiment, il me donne une sensation d'avoir un plan très précis en tête, Banksy, en termes de trajectoire et de... J'ai pas envie de dire de carrière, mais il y a un peu ce côté-là de... Je sais ce qu'il faut faire et je sais où il faut aller pour faire les choses, tu vois. Mais même Ferré, au moment de la sortie du documentaire, il a déjà fait le poster pour Obama. Oui. Et c'est déjà, genre... il est déjà sorti de ce truc de... C'est un artiste établi. Ado, jeune adulte qui s'ennuie. Genre, c'est déjà son métier de faire ça. Son métier, c'est être artiste. Ouais, c'est ça le truc, là. Et en fait, au fur et à mesure, Thierry va rencontrer d'autres artistes que Shepard Fairey. Il y a un petit montage, d'ailleurs, où on voit plein. Et il y en a beaucoup, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment genre le slop avant le terme slop, quoi. Genre, il y en a un, je crois que c'est Ron English, il a fait un Ronald McDonald en mode gros lard avec une oui. chaîne. Et je suis en mode, non mais ça, c'est du slop de merde. Ça, c'est le truc que tu vois sur Facebook.
Genre, Oui. putain, ça dit tellement sur saucisse, quoi. Et moi, j'aime bien The. Oh ouais, en plus c'est grossophobe. Ouais, Enfin, mais à l'époque, on n'était pas saturé d'images comme ça aussi, donc. Ah oui, oui. non, mais bien sûr. Mais enfin, en fait, Mais- c'est vraiment l'art des années 2000-2010, toi. oui. Il y a un truc qui à ce moment-là m'a quand même pas mal frappé parce que c'est ce moment-là où Thierry était en mode moi je voulais filmer plein de street artistes, faire ça et il y en avait pas mal qui me disaient non, mais moi je faisais tout pour retransformer ce non en oui et j'étais là mais putain mais ce mec était un énorme forceur, il devait être tellement lourd. Et ça se voit quand il y a ce truc justement avec ce Ronald McDonald, il fait oh you can draw et l'autre il regarde fait that's a painting. Tu sens que déjà ça le fait chier en fait. Mais il y a un truc, c'est que, je pense que c'est Banksy qui l'a fait, mais, et pas Mr. Brainwash, mais il y a, certaines personnes ont le visage flouté, et Mhm. connaissant Mr. Brainwash, je pense qu'il en a rien à foutre, toi. Donc je pense que c'est un peu Banksy qui a mode, non, attends, je vais juste faire un peu de trucs, parce que, Mm. Oui, oui. parce que des fois, c'est juste, simple, hein, vu que c'est de l'art guérilla, si on connaît pas la tronche de Banksy, c'est qu'il y a une raison, toi. Oui. En parlant de Banksy, on assiste aussi à ses débuts, le boss final des poseurs. Et ce sera la quête de Rob Schneider, c'est de vouloir rentrer en contact avec lui. Oh, tu l'as vraiment rappelé un peu plus. Et c'est là où aussi on apprend du coup son background. C'est un collectionneur de VHS car il a perdu sa mère jeune et il veut donc sauver le plus de moments de vie possible. Du coup, il les vit jamais parce que Alors, c'est pas vraiment des vrais moments de vie, hein. Parce que si t'as un mec qui se pointe avec une caméra et c'est pas des petites caméras, hein. Genre, il filme pas avec son téléphone, hein. oui, c'est pas exactement ça non plus en fait s'il veut toujours filmer. Certes, il a pas eu sa mère jeune, mais c'est surtout que on lui a privé de rendre hommage à sa mère parce que on lui a même pas dit qu'elle était malade et que du coup qu'elle risquait de mourir jeune. On l'a écarté rapidement pour pas qu'il assiste à l'enterrement ou quoi, donc il lui dit jamais au revoir. Donc on lui a un peu retiré une partie de pouvoir dire au revoir à sa mère. Et du coup, c'est aussi ce qu'il explique, c'est aussi pour ça que maintenant il a essayé de filmer plein de choses de sa vie, c'est pour pouvoir garder ces moments, les figer et les immortaliser. Maintenant, ce que tu dis sur le fait qu'il les vit pas réellement, ça aussi c'est vrai, parce que du coup, il passe son temps à les filmer derrière la caméra et à les revivre en regardant ses cassettes. En fait, meuf, cela dit, il regarde jamais ses cassettes, donc... Tu m'étonnes. Il y a une image du docu qui est encore mon image de quand je stream pas sur Twitch. C'est un moment où il filme c'est genre on voit les cassettes dans son garage. Ouais. Et il y a le sous-titre. Ce qui est importé, c'est que ça existe. Mm. Et je pense Oui. que c'est genre ça la démarche qu'il avait de j'ai peur que ça disparaisse, donc comme ça disparaîtra jamais, même si j'en fais jamais rien. Oui. Il y a ça c'est Jacob Geller qui en parle dans sa vidéo, genre pourquoi on ose jeter des choses, où il parle de plusieurs choses, des gens qui font des super data en mode j'ai 50 000 terabits de notices Lego parce que je veux pas que ça se perde. Et je suis en mode, il y a un peu côté genre plus on save, plus on peut un peu save l'humanité, tout ça. Et il y a un moment il parle d'une activiste dont je n'ai plus le nom et j'essaierai de faire un Queen du futur. L'activiste s'appelle Marion Stroke. Elle a commencé à enregistrer 8 chaînes de TV en même temps à partir de 1977 et jusqu'à sa mort en 2012 pour un résultat de 70 000 VHS. Mais une activiste noire qui, suite aux émeutes raciales, a décidé de filmer toutes les news pour savoir si on en parle. Elle a des storages remplis de cassettes d'émissions de télé qu'elle a filmées pour garder une trace des émeutes et des gens qui sont morts pendant les émeutes. Mm. Et il y a un peu cet aspect-là avec Thierry, pas dans le côté politique bien sûr, mais dans le côté plus je sauvegarde, plus je garde des aspects de moi en fait. On en revient pas mal au fait, tu sais, de cette vieille quête de... Il faut essayer de faire en sorte de laisser sa marque sur le monde, même après qu'on soit mort, tu vois, de laisser une trace derrière nous. Et que ce genre de choses, ça revient un peu à ça. On a un peu du mal à lâcher prise sur les choses et à juste se dire qu'on vit des choses, que ça restera dans nos têtes et qu'à un moment ce sera effacé et que c'est pas si grave au final. Parce que l'important c'est... Enfin, rien peut être éternel. Et justement, c'est marrant d'avoir ça dans un documentaire sur le street art, justement parce que le street art, c'est un art éphémère. Il est pas fait pour durer dans le temps. Et le filmer, ça permet de changer ça et le rendre plus... Ce que refuse Banksy. Pérenne, du coup, parce qu'on immortalise certaines choses, mais en fait, déjà, dans cette idée de vouloir immortaliser certaines choses sur le street art, c'était peut-être déjà s'écarter de ce que c'est réellement le street art. Ouais. Mais après, Banksy, la preuve, pour dire que c'est une fraude, c'est que il dit littéralement, l'art habituel est fait pour durer des centaines d'années, c'est pourquoi il faut documenter le street art. Ah là là, bah justement non. Après, Banksy fait justement tout son beurre sur le fait c'est un Banksy, toi. S'il y a un tag de merde où, là, regarde, il y a un soldat et on a mis des fleurs sur son flingue, putain, waouh, Là, toi, t'as tous les démocrates qui applaudissent et qui pleurent, toi. Non mais c'est vrai que Banksy, après, c'est vraiment devenu une machine à thunes, quoi, au final, ses œuvres...
Mais le problème, c'est qu'on est encore tôt dans le... Après, là, on rencontre Banksy, du coup, puisqu'il a enfin réussi à retrouver Banksy, après son coup magistral où, en fait, on a vite fait à des images de Gaza avant le génocide final par Israël, et sur ses actes... On est en 2005, là. Oui, et sur ses actes de Banksy sur les murs de la West Bank. Et c'est en fait... c'est comme ça que Thierry réussit à retrouver Banksy, parce que Banksy l'appelle parce qu'il est en contact avec d'autres satellites qui disent « Ah, mais il y a un mec qui filme partout, est-ce que ça t'intéresse d'aller le voir ?» Et Banksy accepte, et c'est là où, du coup, on rencontre Banksy, et on voit son process créatif, il est en train de faire des rats. It's pretty good. Ouais. Alors, pourquoi tu dis Banksy alors que c'est Banksy? Parce que je ne sais pas comment prononcer son putain de prénom de con, voilà. Pardon. Oui, en plus, le truc, c'est que Banksy raconte que il devait venir à LA, et qu'il y avait la personne qui devait l'héberger, qui a eu des problèmes avec la police de l'immigration, et donc du coup, il se retrouvait sans nulle part où dormir, et il avait des contacts avec Shepard Fairey. Et Shepard dit, il y a ce Français ici qui connaît tous les meilleurs lieux de LA pour taguer. Peut-être qu'il pourrait t'aider. Et du coup, c'est là où il est mis en relation avec Thierry Goetta, ouais. Et c'est là qu'on a la préparation de son exposition aux États-Unis. Avec l'éléphant dans la pièce et tout le bordel. Littéralement. C'est tout de suite ou c'est après qu'il aille en Angleterre la première fois? C'est beaucoup plus tard. D'abord, c'est en Angleterre. C'est après. C'est après l'Angleterre. Il se passe rien en Angleterre, arrêtez, c'est bon. Mais si, il y a un point intéressant où il parle de Thierry et du fait que c'était super de l'avoir avec eux. Même si ses potes, ils étaient pas chauds. Oui, ses potes sont en mode bizarre l'ambiance. Où on le voit avec sa monnaie falsifiée, où il dit c'était super parce que du coup, il y a quelqu'un qui filme les réactions des gens. Et c'est là qu'on voit, quand il pose son truc téléphonique avec une pioche qui l'a tué, et on voit que en fait, c'était pas si grave de pas avoir les réactions des gens. Oui. Moi je trouve ça beau parce qu'ils filment avec des briques de téléphone. Oh, genre, oh ouais, c'est un bon signe. Et ils sortent le gros pavé de leur poche, ils font j'ai trouvé ça mais hilarant quoi. Moi ce que j'ai noté par rapport à ce passage, c'est que quand tu vois la tronche des gens qui sont enthousiastes par rapport à son art, clairement je suis pas sûr que ce soit des gens qui soient très intéressés par la contre-culture, tu vois, par exemple. Ça a pas l'air d'être trop le public finalement. C'est des randoms, ils ont pas à l'être, toi. Ah non, mais... C'est littéralement des citoyens qui passent et ils filment, font c'est marrant, tu vois. On est d'accord, sauf que si tu me parles de contre-culture, le documentaire dit quand même que c'est censé devenir le plus gros mouvement contre-culturel depuis le punk. Je suis désolé. Tu mets un truc contre-culture associé dans l'esprit du punk, tu le mets dans la rue, tu prends des randoms qui le regardent. Si les randoms font « Oh oui, c'est sympa, je suis content d'avoir vu ça », je pense que t'as raté ta contre-culture. La petite vieille qui est là en mode « Oh, c'est marrant, oui, j'aime bien ». Ouais, mais elle est plus en mode tu peux dégager tes caméras de ma tronche, s'il te plaît. Je crois qu'elle dit oh, je crois que quelqu'un en veut aux cabines téléphoniques. Ah oui, c'est vrai, elle dit ça, ouais. En vrai, il y a dans la partie anglaise que j'aime beaucoup, c'est vraiment il y a déjà alors tout le principe de filmer Banksy, c'est vraiment la bite dans les la bite. Oula. L'extrait dans les le sketch des Simpsons où t'as les loupards qui filment filmer notre crime, c'est la meilleure idée qu'on ait eu de notre vie. Et il parle au fait du fait qu'il a failli faire de la tôle parce qu'il voulait balancer de la fausse monnaie en mode on s'en branle, et après il a réalisé non mais en fait si les gens l'utilisent pour de vrai, moi j'ai des emmerdes pour de vrai en fait. Et c'est là qu'un peu en mode alors on est contre-culture, on n'est pas contre-culture. Je pensais que c'était genre mais les gens qui vont dépenser cette thune peuvent se taper 10 ans de tôle parce qu'ils ont payé. Non, c'est lui qui a imprimé, c'est lui qui a fait les contrefaçons. Oui, c'est le faussaire qu'on a. Enfin, tu peux prendre je crois que c'est un peu comme si t'achètes des trucs volés, tu peux prendre quand même une amende ou un truc comme ça, mais si t'es faussaire, tu prends le quadruple en fait, parce que c'est toi qui produis. Mais par contre, du coup, Banksy, il a toute une équipe, il a un atelier énorme, il a toute une équipe qui découpe et qui ressoude des cabines téléphoniques. Il a un camion avec une grue pour pouvoir aller les poser dans la rue. Il a de quoi imprimer des faux billets. Oui. Là, on est très loin de Shepard Fairey et Thierry Goetta qui sont sur des toits à Paris et qui font tomber un seau de colle, quoi. C'est ça. Mais surtout, c'est un truc, c'est que, si Banksy était vraiment contre-culture et dérangeait le système établi, genre, un mec avec un atelier et plusieurs personnes qui l'entourent, genre, il y a des groupes Antifa, ils sautent pour moins que ça, hein. Genre, Oui. S'il dérangeait vraiment, ça fait bien longtemps déjà, on aurait son visage et qu'il aurait été en tôle, hein.
Oui, C'est ça. Oui, clairement. Queen du futur encore. La malédiction de Queen et Club s'est abattue sur le pauvre Banksy parce que nous avons enregistré cet épisode le 14 mars et que le 17 mars, le visage de Banksy a été révélé au grand public. Et la valeur de son art a complètement descendu quand on a appris que cet homme dans les 50 ans a 50 ans et ressemble à un British de 50 ans. Désolé Banksy, on voulait vraiment pas causer ton downfall. Retour sur la famille. Et oui, parce que Thierry est un con qui laisse sa famille derrière pour vivre ses propres aventures. Parfait C'est pour dingue, étoffer ça. le personnage de grosse merde que ce mec est. Oui. Ah, et si maintenant il fait dans l'ego trip. Oh, vous êtes méchant quand même, hein. Attends, Je n'aime pas. tu peux Je pas dire déteste ça, ce personnage. moche. Je déteste ce personnage. Bah, on parle d'une vraie personne, donc moi je mettrais les formes. Attends, mais vis-à-vis de sa famille, c'est abusé, parce que le mec se casse tout le temps, il est jamais là pour sa femme et ses enfants, il les aide pas à élever ses enfants, puis il y a même sa femme qui dit « Ah, il a tendance à oublier que bah il a quand même une famille et que bah on a besoin de lui, quoi. » Et lui, il s'en bat les couilles, il continue à faire ce voyage. Et surtout que le mec il revient, et c'est juste pour dire ah, moi aussi en fait maintenant je fais dans l'ego trip, et il va. Là, le mec il fait son premier street art. Tous les artistes ils font autre chose, et lui ce sera alors moi je vais mettre ma propre gueule. Genre, ça C'est dit vrai. tout sur ce mec. Genre, même s'il disait ah je vais filmer les autres, en fait c'est juste pour sa gloire à lui. Et quand il va commencer à faire je fais des lapins avec les doigts de l'art, et ouais moi je suis une salope. Et ce sera sa gueule. Moi, je suis d'accord. Avant, il y a quand même le passage où Banksy revient et il fait son éléphant dans la pièce. Bah Non, oui, c'est après, mais justement. voilà, ça on a décidé. juste après. Voilà. C'est après le retour sur la famille. Là on enchaîne sur l'expo de Banksy sur Guantanamo aux US. Oui. Pour mettre un coup de projecteur, il a déjà l'idée de l'expo sur Guantanamo et de l'éléphant dans la pièce. On le voit vite fait qu'il amène un éléphant. Mais en fait, il part d'abord à Disneyland Orlando ou Floride, ça doit être la même chose. Et en vrai, je trouve ça... Non, bah non, ils sont à Los Angeles, donc c'est pas Floride, je Oui, c'est, pense. Oui, je suis... Californie, plutôt. Oui, je suis... Oh, enfin, c'est leur truc à la con de Rita de merde, quoi. Imagine un burger. Et en fait, c'est un truc que j'ai trouvé limite cool. C'est qu'en fait, ils vont à Disney, parce qu'on sait très bien que Disney ne déconne absolument pas avec les gens qui vont foutre la merde chez eux. Ils vont mettre un mannequin Une poupée gonflable. habillé comme les détenus de Guantanamo, donc full orange, cagoule noire et attaché à un poteau. Et ils se font direct emmener, sauf Banksy qui lui, lui il fait son Splinter Cell, donc il arrive à disparaître, toi. Splinter Cell dans Pirates des Caraïbes, bien sûr. Bah, techniquement, c'est dans Hitman. Le premier niveau Hitman, il se passe dans une sorte de... C'est vrai, c'est vrai. Peut-être il est chauve, Banksy, hein. Ça rajouterait son côté connard. Sûrement. Peut-être que c'est 50 personnes, Banksy, en fait, tu vois. Peut-être Banksy, c'est celui dans notre cœur, en fait. Celui qu'on fait en chemin. Et y a un truc, ça m'a fait hurler de rire. Et c'est pour ça que j'ai dit, non mais c'est un documentary, c'est pas possible. T'as Terry, il dit qu'il se fait embarquer par Mickey Associate, quoi. Et il nous révèle face cam comment il a menti à des agents fédéraux. Et je suis vraiment en mode... Mais il est con, ce con, Mais en on fait. voit ta gueule, Thierry, tu le sais, hein. C'est... Et là, j'ai effacé devant eux, et c'est vraiment ils étaient ébahis parce qu'ils étaient vraiment cons. On n'a jamais la confirmation que c'est un agent fédéral. Il y en a un qui se présente comme un agent fédéral. Ce que, personnellement, je suis totalement enclin à croire qu'un... Oui, Disney, voilà quoi. Qu'un cow-boy de la sécurité de Disney se sente plus pissé et dise à un mec « Ah ouais, je suis du FBI, donc, alors, moi, connaissant Disney et son impact pour le soft power américain, je suis un peu à côté. Si Disney a pas des tailles avec le FBI ou la CIA pour protéger ses intérêts, dont des droits d'auteur ou d'image, moi, je trouve pas ça déconnant qu'ils aient une petite je suis tout succursale. à fait enclin à le croire, sauf que là, ça se passe en moins de 2 heures. Donc, j'imagine mal qu'ils ont en permanence un agent du FBI dans les locaux, tu vois. Bah, on a bien un agent du FBI au Cuny Club, hein, donc... Enfin, je veux dire... Ah bon, t'as changé de carrière, je croyais que t'étais à la... Enfin, Ah bah, bref, j'ai évolué. On en parlera après. Cérémonie de Banksy. Ça attire le gratin d'Hollywood, dont les activistes et les journalistes, ce qui crée de la spéculation. Et oui, c'est là où on apprend que tout le monde en a rien à foutre de César et qu'ils sont juste là pour faire de la tunasse. Je me rappelle plus si c'est à ce moment-là, mais la séquence avec la collectionneuse qui présente ça... Ah, c'est bien après. Ah, ok. C'est bien après. Ouais, c'est un petit peu après. C'est un tout petit peu après. Mais parce que là, du coup, on voit vraiment le gratin d'Hollywood parce qu'il y a vite fait un caméo de Brad Pitt. Et Angelina Jolie. Ouais. Le gros sac à merde de Brad Pitt qui est venu, là. C'est pour ça que quand la voix off nous dira un petit peu plus tard Street art was forced into the spotlight. Bah non, connard, t'as tout fait pour que ce soit dans le spotlight.
T'es Mais ça, littéralement l'architecte du fait que ça ait de la hype et que ça a été récupéré par les circuits légitimes et commerciaux de l'art. Va pas chialer, va pas faire ouin-ouin, t'étais totalement là-dessus. Mais la voix off, c'est assez incroyable comme elle est forcément écrite ou vérifiée par Banksy et elle est tout le temps en train de le saucer en mode... Oui. Même quand il parle dans la séquence avant, quand il est en mode j'aimerais avoir Banksy, la voix off, elle est en mode l'inattrapable Banksy, la pièce Non, mais- maîtresse de sa collection. Impossible, il échappe à tous ses réseaux. L'autofellation est une pratique. Oui, et après, en fait, il passe son temps à se redorer le blason parce que même quand Bosky il en a interview, il est en mode non mais moi je suis contre, je m'en fous de l'argent et tout. Mais genre, tu vois, mais tout le processus et tous les gens qu'il doit payer, mais genre, tu sais, le fait qu'il se dise genre ouais bon, ça me fait un peu chier que les bourgeois ils fassent de la thune avec mon art, mais ça me permet de vivre et de payer des gens et de faire justement tout ce que je dénonce. Je suis en mode ouais bon bah il est pas intègre. C'est genre il est au courant que son art se vend à 10 millions, si ça lui permet de créer et justement de faire des spots là sur des sujets importants. Vas-y, quoi, c'est pas grave. Mais le fait qu'il fait genre, non, moi, la thune, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je fais un documentaire à mon nom. Mais la thune, j'en ai rien à foutre, c'est pour ça que je fais une exposition à Los Angeles, mais ferme ta gueule. Mais oui, ferme ta gueule. Quand tu fais une exposition, c'est forcément pour te mettre en avant, pour vendre des œuvres, pour faire de la thune. C'est le but d'une exposition. Oui, mais même en admettant qu'il ait décidé de faire une expo, à la limite, déjà pour moi, c'est hors sujet pour du street art, mais pourquoi pas? Le gars, il n'était pas obligé de la faire là. C'est-à-dire que là, il fait vraiment du pied à tout ce qu'il y a de pire de business, en fait. Et surtout il me semble qu'il le mentionne très rapidement, mais je crois que avant il avait fait des expos à Londres. Oui. Mais des expos sauvages. De genre, on est dans une gare où on accroche plein de trucs et on dit c'est l'expo de Banksy. Où il pose son art dans d'autres musées. Bah oui, ça c'est je trouve ça cool. L'introduction de Banksy, je crois. Où tu le vois en train en espion de vieux films des années 40 avec son long manteau et son chapeau, aller accrocher ses trucs dans le musée, là. Mais déjà ça, c'est un peu faire du pied à l'art légitime, hein, je suis désolé, mais... Oui. Ah, je sais pas, moi c'est vraiment se réapproprier le spotlight d'autres pour mettre en art soi. Il y a un côté certes égocentrique, mais si c'est pour dénoncer, ça me va, toi. Bah qu'est-ce qu'il dénonce? Non mais justement, mais là je parle pas de Banksy, je parle en général. Il a été fou de ses tableaux, ses tableaux dénoncent rien de l'art. Enfin franchement, les gars écolos qui vont peinturlurer en orange les tableaux ont plus de business à être dans les musées que Banksy pour faire son truc. Il fait du street art, il va coller ses trucs dans les musées hors sujet aussi, hein. Ah, sure, why not? Il y a ce truc, en effet, de quand même vouloir se mettre en avant d'une certaine manière et de quand même vouloir sous-entendre que soit de vouloir se moquer de l'art légitime, soit de vouloir dire que le graphe c'est un art légitime. Dans tous les cas, il y a un truc qui est un peu gênant parce que du coup, si tu veux te moquer de l'art légitime avec le graphe, c'est un peu comme si tu disais que bah du coup le graphe, le street art, c'est pas un art légitime ou c'est pas aussi intéressant quoi. Et toi, ça me rappelle dans les quand on a regardé les interviews de Mr Brainwash sur Click. Quand il dit qu'il a jamais envie de taguer les murs de son village, enfin de là où il vient, de sa ville, c'est parce qu'il a trop de respect pour cet endroit et du coup moi je suis un peu en mode, mais en fait si tu tagues de base c'est parce que t'as pas de respect pour les trucs qui sont autour de toi habituellement, enfin c'est un truc qui m'a un peu perturbé. Moi je pense qu'il y a dans cette séquence j'ai l'impression qu'ils disent pas la vraie raison, tu vois, j'ai l'impression qu'il se prend les pieds dans le tapis en essayant d'expliquer et il dit pas le vraie chose de... Bah il est choc-barre de BZ, quoi. Il y a vraiment cette sensation dans les deux interviews, honnêtement. T'as vraiment l'impression qu'à chaque fois, il essaie de faire des réponses pour pas dire exactement ce qu'il pense. C'est vraiment une ambiance particulière, mais on en reparlera quand on parlera de Mr. Brainwash. Je suis un peu allé vite. Mais cette conversation sur ça, sur le rapport aux endroits que tu tags et sur le rapport à l'art légitime par rapport au street art et des trucs comme ça, tout ça, c'est des conversations qui auraient été passionnantes d'entendre de la part des intéressés et qu'on n'a absolument pas dans le documentaire, quoi. Non, parce que vraiment, en fait, le truc c'est con parce qu'on voit beaucoup d'artistes différents au tout début. C'est vraiment genre limite les 30 premières minutes. Ouais. Et après, en fait, dès que Thierry Guetta, il rencontre Banksy, le documentaire shift sur Banksy, en fait. Oui, j'ai repensé hier, les seuls intervenants qu'il y a, qui parlent en interview, c'est Banksy, Thierry et Shepard Fairey. Et à un moment, t'as Space Invaders qui dit « Non, j'ai pas envie de parler, je lui parle plus à Thierry Guetta. » Oui. Et genre, il y a personne d'autre, quoi.
En fait, on les voit très rapidement, les autres street artistes, en fait. C'est vraiment. Ouais, il y a juste de une meuf passage. d'ailleurs. Au début, j'ai fait, Oui. putain, c'est vraiment un truc entre mes blancs. Ah non, il y a une meuf, elle parle de lignes. Une meuf, c'est pour le moment où il dit ah, t'aurais aimé être plus grande et qu'elle lui dit ferme ta gueule. Après, la blague est drôle. La blague est drôle, en effet. Mais c'est vrai que ça reste très restreint, en fait, l'image qu'on a du street art. Et c'est vrai que du coup, ce documentaire-là, tu peux pas réellement le vendre comme un documentaire sur le street art, parce que... Non. T'as raison. Si j'ai bien compris ce qui était censé être le street art et ce qui était censé être l'intérêt du street art, je pense que c'est les pires personnes pour avoir fait le documentaire, en fait. Ça aurait pas dû être eux, en fait. Oui, ça, c'est... Banksy, ça a dû être un intervenant vite fait, tu vois, en mode, ah, regardez, il y a des street artistes qui ont réussi. Voilà. Quoi que ça veut dire sur ton rapport à l'art et tout. Pas qui ont tu eu vois... du succès, pas qui ont réussi, qui ont eu du succès. Voilà, non, mais genre, voilà, mais c'est comme dire, genre, ah oui, on parle d'Andy Warhol encore, parce qu'il a fait du pop art, mais il y avait plein de pop artistes. Oui. Voilà. Mais le truc, c'est que, je pense qu'à la base, enfin, tout le principe du documentaire, c'est que ça devait pas être un documentaire à la base. Parce que, on va apprendre que Banksy, t'as pas, bon, Thierry, tu vas commencer à bosser sur ton cul, là. Mais en fait, il savait pas que c'était un français, du coup, c'était un branleur. Et 6 mois plus tard, il regarde le docu Live Remote Control et là il y a un gros blanc et vraiment genre t'es un peu en mode ah ouais non mais en fait c'est de la merde en fait. Moi je pense Thierry Guetta si tu nous écoutes ou Banksy si tu nous écoutes, cringe. Envoyez-nous les cassettes et on fait un bon docu quoi. Oui. Ouais alors on va donner l'adresse de Hansi Buno. Alors Montpellier à rue du Streamer. Non, puis en plus, entre le croisement Gotaga et Squeezie. Attends, mais Squeezie aussi à Montpellier? Bon, qu'est-ce que je m'en branle. Parce que moi, je sais qu'il y a genre Zerator ou je crois que peut-être Antoine Daniel aussi à Montpellier, je sais plus. Je sais pas, il y a des gens en tout cas. Ils sont tous là. Oui, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du stream parce que j'ai reçu une notif de Twitch qui disait ah, va falloir déménager à Montpellier. Je suis genre, ah non, flemme. Si tu veux passer partenaire, faut déménager à Montpellier. Alors, pour expliquer Live Remote Control présenté à Banksy, c'est que c'est un documentaire fait par un mec sous TDAH. Et du coup, c'est vraiment genre, ça part dans tous les sens, c'est genre... Mais il y a un moment, il dit c'est un trailer de 30 minutes, quoi, ou de 1 heure, je sais plus. Et c'est vraiment ça, minutes. Quoi. C'est... En fait, il a fait la vidéo You Wouldn't Download a Car. Mais pendant 40 minutes avec des gens qui font du street art. C'est ça. Ouais, et dans le 3/4, il filme ses pieds. C'est un peu comme le film sur Cloverfield où le mec il filme l'attaque et tout. C'est ce qui aurait dû ressembler le vrai film si ça avait vraiment eu lieu. Genre, le mec il court, il filme ses pieds en fait. Et en fait, t'as Banksy qui va forcer Thierry à devenir un vrai street artiste. Et moi j'ai noté dans mes notes, ah, en fait c'est une comédie le film. Non. Non, surtout en fait, moi j'ai pas compris en fait le lien d'un coup. C'est genre, non mais attends, ton film il est nul, va plutôt faire de l'art. Et moi j'étais, quoi? Parce que, en fait, il fait, ouais putain, c'est quand même bien de la merde ce que tu veux me filer, tu veux pas me filer tes cassettes? Et puis pendant que tu me files tes cassettes, toi, va faire autre chose loin. Tu vois? Oui, c'est ça, oui. Peut-être il se disait genre, ah, il va peut-être réussir à se tuer ce connard et je le reculer. Il va peut-être se casser la gueule d'un toit, on sait pas, hein. Et c'est là où apparaît Mr. Brainwash. Wow. Et à la partir de là. Vraiment. Alors tout son truc c'est genre, je vais mettre des lunettes de soleil à des gens. This is not hot, this is garbage. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces trucs qu'il fait, t'as vraiment l'impression que c'est juste des repompes de plein de références qui n'ont pas du tout été digérées, et il en a fait 50 comme ça parce que le mec s'est dit, de toute façon le mec a tellement de thunes. C'est du slop. Il a pas arrêté de... Oui, c'est exactement ça. Moi honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là le mec, j'apprendrais qu'aujourd'hui il fait des trucs en IA, je serais même pas étonné parce que le gars, il va juste filer des prompts à des personnes qui sont capables d'utiliser Photoshop, de faire du découpage, de faire du collage, leur disent, voilà, faites ça. Ils font ça, et après, il le prend et fait. Qu'on Voilà, paye des artistes pour faire des commissions, ça me dérange pas, toi. Genre, ah, j'ai un artiste, j'ai ça en tête, est-ce que tu penses pouvoir que c'est faire? Bien sûr. Le fait que c'est vraiment genre. En fait, il est un peu comme un réalisateur de film, mais. J'y ai pensé. Alors. Nul. Enfin. Une autre référence que tu pourrais faire dans un autre domaine, c'est la haute couture. Oui. Où, généralement, tu vas avoir ce qu'on va appeler, voilà, le créateur, qui te fait des crobards qui ressemblent absolument à rien. Et puis après, t'as des personnes qui savent coudre, qui prennent les trucs et qui font, ok, alors là, pour ça, il va nous falloir une couture ici, une couture ici, une couture ici. Ensuite, t'as 50 personnes qui sont sous-payées qui vont faire le truc. T'as une personne qui a la dalle depuis 5 ans qui va mettre la tenue. T'as des gens qui habitent à 50 dans un appartement parisien, qui vont prendre des photos, qui vont faire des articles.
t'as une personne qui est milliardaire qui va faire imprimer le truc, et tout le monde va être hypé par ce truc. Voilà. C'est la même merde. Oui, c'est exactement ça en fait. Mais je trouve que du coup, en effet, là, tu fais bien de rappeler que c'est le cœur du problème de plein de choses, c'est que lui, il s'imagine qu'un vrai artiste, c'est une personne qui ne met pas la main à la pâte. Et justement, tu vois, Queen, je suis d'accord avec toi. Il est vraiment en train de commissionner les artistes, sauf qu'une fois qu'il a la commission, il dit « ça c'est mon œuvre ». C'est pas du tout ton œuvre, hein. C'est n'importe quoi. Et honnêtement, ça m'a énervé. J'ai vu ce glandeur en train de faire ces trucs, ça m'a énervé. Ouais, mais moi, le truc, en fait, c'est que toute la fin du reportage... Putain, faut que j'arrête avec reportage. Toute la fin du documentaire où Banksy et les autres ont un petit peu de la langue de bois pour dire que c'est de la merde. Bah ouais, mais vous avez de la langue de bois, les mecs. C'est parce que si vous commencez à dire « ah, ça, c'est pas bien », oui, il y a absolument rien que Mr. Brainwash fait que vous n'avez pas fait vous-même, en fait. Oui, c'est-à-dire que tu n'es pas à faire aussi. Vous pouvez rien lui reprocher spécifiquement parce que vous êtes responsable d'avoir fait exactement la même chose. Il a juste poussé les potards à fond. Oui. Le meilleur exemple de ça, c'est que, par exemple, il va commencer à construire une galerie d'art pour exposer ses trucs. Ouais. Et c'est vraiment genre, ah bah là, j'ai mis Elvis qui, au lieu de tenir une guitare, il tient un flingue. Et je suis en mode, bah ouais, quand Banksy, il se fait genre, c'est un mec, au lieu de lancer un molotov, il lance des fleurs. C'est la même chose. Quoi? Mais c'est un mec? Vous voulez dire que le gars, il a juste l'idée, il y a des gens qui le font, et c'est pas Banksy qui a été découpé sa truc téléphonique lui-même et qui l'a ressoudé. Oui. Hein. Et il y a plein de trucs comme ça, au final. Mais tu vois, en fait, justement, c'est ça, en fait, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est que, du coup, au final, il a vu comment est Banksy, qu'il a tout un atelier et plein de personnes qui bossent aussi pour lui, mais qu'on va quand même créditer ses œuvres uniquement à Banksy, et du coup, le mec s'est dit, mais moi, je vais faire pareil, en fait. Exactement. Et du coup, je comprends aussi pourquoi est-ce que dans le documentaire, à la fin, Banksy, il peut pas te dire à quel point ce qu'il fait, c'est pas réellement de l'art ou qu'il est pas réellement un artiste, parce que, justement, il fait pareil. Donc du coup, il peut pas frontalement dire à quel point ce qu'il fait c'est mal parce que lui-même fait la même chose. Et c'est justement, on parlait du cinéma des réals, en fait, c'est un peu ce qui me fait chier avec cette politique des auteurs, c'est qu'on prend un film, on met le nom du réal et on te dit voilà, tous les choix qui sont dans le film, c'est le réal. Alors que non, t'as aussi un scénariste, t'as aussi un cadreur, t'as aussi des personnes qui vont s'occuper de la lumière, tu vois, les personnes qui dirigent les acteurs sont plus sur les réalisateurs d'ailleurs. Même le monteur. Il y a tellement d'autres personnes. Même le monteur. On a vu... Merde, c'est quoi le nom du film? Où on a vu une version de remontée de 2020. Ah, Caligula. Ah, Caligula. On a vu Caligula, version remontée de 2020, et après on a regardé des images d'une version bien plus ancienne. Le film a absolument rien à voir entre les deux. C'est les mêmes images du réalisateur et des trucs comme ça, ça a juste été monté différemment, et c'est le jour et la nuit. Donc, c'est deux visions différentes, ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cinéma, ça passe par 3 phases d'écriture. La première, c'est le scénario, la deuxième, c'est le tournage, la troisième, c'est le montage. Et donc, tout ça, ça va donner le produit fini, mais c'est toujours à chaque fois un langage différent qui va s'adapter différemment. Et donc, c'est aussi ça qui est assez différent entre ça, et c'est pareil pour le théâtre. Le théâtre, c'est d'abord écrit, puis après, c'est joué. Et c'est à chaque fois 2 langages qui sont différents. Oui. Et ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes dans ces arts-là. Mais du coup, faut aussi essayer de se sortir de cette idée que l'art, c'est un seul artiste derrière, parce que il y en a pour lequel c'est vrai. Après, le truc, il y a un côté facilité. Genre, oui, ah, j'adore ce film qui est réalisé par ça, c'est plus facile à dire que, ah, j'adore ce film réalisé par ça, monté par ça, avec les choix de production de ça, de machin, de ça. Ah, littéralement, ça sert à ça, les crédits de fin, en fait. Oui, exactement. Bah, de toute façon, tu peux pas, en effet, donner tous les noms des personnes qui ont bossé sur un film, parce que, surtout aujourd'hui, enfin, il y a quand même énormément de personnes qui peuvent bosser sur les films. Mais disons que si jamais tu veux parler de tel aspect que t'as beaucoup aimé dans tes trucs, bah, généralement quand je parle d'un film, moi je dis ce que j'ai bien aimé dans le film sans le créditer forcément au réalisateur, parce que tu sais pas réellement si ça va venir du réalisateur ou pas. Surtout que le réalisateur, lui, son job à la base, c'est de diriger les acteurs. C'est pas forcément de s'occuper du cadrage ou de la lumière ou de toutes les mises en scène même. C'est surtout de diriger les acteurs à la base. Depuis, c'est un rôle qui a un peu évolué en effet, donc du coup le réel il peut faire différentes choses, mais on sait pas. Je veux dire, ça fait depuis les années 70 quand même que ça a évolué le réalisateur, quoi, genre. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, la politique des auteurs, ça a commencé avec la Nouvelle Vague, donc c'est dans les années 60, hein. Même avant les années 50. Donc oui, enfin, ça fait quand même depuis un moment que ça a bougé, ça. On va juste continuer à vite faire le documentaire, parce qu'on est bientôt à sa fin. Parce que Mr. Brainwash va, du coup, lancer sa galerie d'art, et là, il va faire un truc, mais moi, ça m'a fait mourir de rire, parce que c'est vraiment genre, il y a un peu un côté dîner de con, où Banksy, les autres, genre, c'est limite, ils disent, oh, regarde, le mec, il sert à rien, et c'est marrant de l'avoir dans le coin, toi. Il fait n'importe quoi, on l'aime bien dans le coin. Et en fait, pour faire de la promo de sa galerie d'art, il va demander à tous les artistes qu'il connaît, vous pouvez me faire un truc après tout ce que j'ai fait pour vous? Et là, ils sont vraiment en mode, ah, putain, il faut que je le sauce maintenant, quoi. Et c'est là où on arrive, du coup, à sa galerie d'art et la mise en place de la galerie d'art. D'ailleurs,
à force de faire des cabrioles, il se casse la guibole. Ou ce con, il se blesse le pied. Et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'il y a aussi un côté comique tout le film, et que c'est pour ça que ça m'a vraiment enchaîné sur le côté que c'est de la mockumentary. À chaque fois, il y a plein de mecs qui se cassent la gueule tout le temps. Et je fais genre, est-ce que c'est voulu ou pas? Je pense que c'est un mockumentary, mais pas parce que c'est un faux documentaire, parce que Banksy, il fait que de se moquer de Mr. Brainwash. Oui. Oui. Ça, ça, c'est un twist. Et je pense que le truc que t'as parlé de The Office tout à l'heure, et il y a vraiment ce truc-là qui me rappelle j'ai oublié, mais le boss dans la série The Office américaine. Michael Scott. Où il y a vraiment un truc c'est une merde. Le mec est une merde, mais il a besoin d'aide, et au lieu de l'aider, on se moque de lui. Et genre, c'est une merde, donc t'as pas vraiment envie de l'aider toi-même, quand même. Et du coup, il y a ce truc un peu bizarre de rien ne va, et genre, au lieu de le filmer, vous auriez dû, genre, faire une intervention et dire, Thierry, ça va pas, genre, faut qu'on parle, tu vois. Et genre, au lieu que Banksy lui dise, il lui fasse sa pub pour son expo, il aurait dû dire, mec, on se téléphone pendant 2 heures, et arrête. Oui. Non, parce qu'en plus, ce qui est aussi un peu gênant là-dedans, c'est que, plus tôt dans le documentaire, il met quand même beaucoup en avant à quel point avoir Thierry autour de lui, il a aussi fait du bien parce que il faisait toujours très attention à cacher son identité, et du coup, il avait trouvé une personne de confiance, et ça faisait bien de se reposer sur lui. C'est la partie yaoi, hein. Ça, c'est la partie un peu yaoi, ouais. Je l'ai noté aussi, et il y a un moment où Banksy dit, j'ai trouvé en Thierry un ami. Genre, il le dit vraiment, j'avais besoin de lui et c'est mon ami, quoi. Et du coup, ça rend la fin assez horrible, je trouve. Donc, comment vraiment. Thierry est traité par Banksy. Oui, enfin, vraiment, dans tous ces moments. Et inversement, parce que, techniquement, en fait, genre, l'art de Mr. Brainwash, genre, imagine, mais Mr. Brainwash, c'est un mec malveillant. On sait que c'est un connard, tu vois. Mais il était vraiment malveillant, c'est vraiment genre, mais en fait, votre art de merde, je peux le faire aussi. Et autant, genre, on peut critiquer Banksy, tout ça, mais au moins, il a eu des projets politiques. Genre, avec tout le truc qu'il a fait sur la West Bank pour mettre un œil sur Gaza, je trouve ça assez cool, littéralement, premier degré. Et il y a un côté vraiment, c'est genre, mais moi aussi, je peux faire ta merde. Je suis plus mitigé sur ça, mais... Mais par exemple, un des derniers arts de Banksy, c'était un juge qui matraque un manifestant. Ils l'ont effacé, et limite, en fait, il y a un collage où c'est encore plus flagrant comment c'est cool. Et ça me rappelle un truc qui est en mode, putain, je suis obligé de défendre Banksy parce que je trouve ça assez cool quand même. Mais parce que, mais on oublie qu'il a fait des trucs au passage de genre le cadre avec des dollars dedans qui se font déchirer pendant la mise en vente. Oui. Je pense qu'à l'époque, les gens aimaient encore Banksy de manière générale quand le docu est sorti. Mais après, il y a eu une descente d'opinion. Enfin, genre, les gens, il est devenu insupportable parce que c'est devenu que genre, regardez comme je suis malin et je me moque d'eux alors qu'en vrai, je fais du pognon, tu vois. Et c'est que maintenant, avec le truc dont t'as cité du flic qui tabasse le manifestant, où il a un peu regagné un truc de, en fait, il critique un peu. C'est plutôt que le coup il vend un art ultra cher et le détruit juste après, ça, je trouve ça cool. En fait, il l'a vendu beaucoup plus cher grâce à ça. On n'est pas non plus au niveau de la banane accrochée sur le mur, toi. Mais en fait, le truc, c'est que c'est un art qui interroge aussi sur qu'est-ce que l'art en général. Et déjà, je pense que c'est, quand j'ai bossé au musée d'Orsay, j'ai eu cette conversation avec énormément de monde. Et c'est drôle comment tout le monde a une perception différente entre ceux qui pensent que tout est art, volontaire ou non, que l'art, c'est quelque chose, si c'est voulu comme art, ça doit être considéré comme art. C'est pour ça qu'il y a une chaise du bureau et une chaise qui a été créée par un artiste, toi. Et il y a les gens qui disent, non, il y a l'art, c'est de Vinci, et il y a l'art populaire où c'est de l'art dégénéré. Et j'utilise dégénéré premier degré comme les nazis utilisaient artiste dégénéré, toi. Je trouve que ce genre d'artiste est intéressant dans le terme global. Même si je n'aime pas l'art de Banksy, parce que je trouve que c'est un art de poseur, le fait que ça permet d'avoir des débats qui permettent de développer justement c'est quoi l'art et comment nous on reçoit l'art en termes de nous-mêmes, toi. Je trouve ça intéressant. Moi, vu qu'on parle de l'art, je vais le placer là. À un moment, il parle de Pollock dans les interviews qu'il fait pour Click. Et je sais plus exactement ce qu'il dit, mais bon, évidemment, du coup, discours habituel de Pollock qui met en comparaison avec son truc en mode Pollock, à la base, on disait c'est pas de l'art, tout le monde peut le faire. Finalement, Pollock, maintenant, il est connu et tout le bordel. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a une erreur
dans la façon dont on interprète la réaction des gens qui disent c'est pas de l'art, tout le monde peut le faire, pour parler de ces artistes-là. Je pense que le problème, c'est qu'on entend ces réactions-là et notre réponse se focus sur le fait, bah si c'est de l'art, alors c'est quoi l'art, pourquoi l'art, machin. Alors que je pense que le problème qu'on a avec ça, c'est tout le monde peut le faire, alors pourquoi lui, il est dans une galerie? Tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre le fait que n'importe qui fait de la peinture en balançant de la peinture sur des trucs comme Pollock l'a fait aussi de l'art comme Pollock. Et pourquoi, dans ce cas, Pollock est plus légitime à se retrouver dans une galerie que toutes les autres personnes qui peuvent le faire? Et c'est la question de la légitimité spécifique de ces gens par rapport à d'autres qui pose question. Et à partir du moment où je me posais cette question, je suis arrivé à une autre question, c'est est-ce que ça me casse pas un petit peu les couilles au final le principe d'art comme idée? Dans le sens, oui mais c'est la première personne à l'avoir fait, c'était son idée, c'était son concept, alors c'est lui qui doit être dans le truc. Ça me fait chier parce que d'un seul coup, l'art, ça devient une espèce de course, de copyright en mode j'ai le patent, c'est moi qui ai fait le truc. Est-ce que vous imaginez, enfin je veux dire, je veux pas définir l'art dans le sens vraiment premier du terme définir, c'est-à-dire je veux pas mettre des contours à ce qui est censé être l'art, je veux pas le délimiter. Mais du coup, si je veux pas délimiter l'art, pour moi, ça me paraît absurde que quelqu'un dise par exemple ah putain, encore une statue en marbre de Vénus. Bah non, t'es pas la première personne à l'avoir fait, c'est pas de l'art, tu vois. C'est absurde pour moi. Et du coup, il y a ce côté, est-ce qu'on en est vraiment arrivé à un stade où il faut juste arriver avec quelque chose de nouveau, suffisamment différent du reste pour dire ah bah ça c'est mon truc, c'est moi qui l'ai fait, c'est à moi, ça m'appartient, tu vois. Et je pense que cette partie-là qui m'emmerde avec les arts qui ont une technique où tu peux dire ah tout le monde peut le faire. Moi le problème c'est pas de dire tout le monde peut le faire, c'est pas de l'art, c'est de l'art pour tout le monde. Pourquoi est-ce que cette personne devrait en tirer une gloire incroyable en fait? Je pense que c'est assez intéressant par rapport à Mr. Brainwash et son succès. Parce que il y a ce truc il a eu du succès et les gens, à la fin du docu, on le voit, le reconnaissent comme un artiste. Mais il est pas genre le premier enfin, c'est pas tout le monde peut le faire, c'est tout le monde l'a fait. Ouais. Et du coup, comment lui ça marche? Et je m'en rappelais, la séquence était enregistrée dans ma tête de manière plus importante qu'elle ne l'est dans le docu. Mais l'interview de la galeriste ou collectionneuse, je pense que c'est genre intéressant en soi et j'aurais aimé que ce soit plus long, que son opinion et sa manière de faire se développent beaucoup plus sur les gens comme ça dirigent ce truc de ah bah lui il a du succès et on va vendre ses œuvres. Oui, c'est ce que j'allais répondre à Moche. De tout le docu, même des artistes dont je trouve l'art nul à chier, je pense que c'est la personne qui aime le moins l'art. De tous les gens qu'on voit, de même Jude Law, de même Brad Pitt et tout ça, je pense que c'est vraiment elle qui saute aux yeux de je n'aime pas, je n'éprouve rien face à l'art en dehors d'argent. Oui, et je pense que c'est pour ça, genre, pourquoi cette personne, l'artiste, mérite d'être une galerie? Bah, c'est simple, c'est lié à la spéculation sur l'art. À la base, tous les artistes, en fait, étaient sous mécénat. Genre, tout le principe, c'était que moi, je sais faire ça, j'aimerais avoir un daddy, un sugar daddy ou une sugar mommy pour faire un tableau, un château, des statues, enfin bref. Jusqu'à très longtemps, c'était comme ça. Puis, on arrive à la belle époque où l'arrivée carrément des musées pour mettre en place aussi bien la culture nationale, donc avec le développement de l'archéologie et de l'exploration et de la mise en place de aussi bien de la tradition nationale, parce que la tradition est toujours une invention, on rappelle, que la mise en valeur des biens nationaux comme Notre-Dame, machin, et l'exposition universelle, plus l'explosion des artistes de la belle époque, a fait que ça a créé, en fait, une nouvelle classe sociale dans les artistes, qui sont du coup les artistes qui veulent, en s'échappant du carcan, s'enferment dans un autre carcan qui est beaucoup plus capitaliste, parce que, il faut avoir une communauté. Si tu connais personne, ton art ne sera vu par personne, donc il faut que tu connaisses les gens. 2, avoir un lieu, parce que à l'époque, sans internet, sans blague, le seul endroit pour profiter d'art, c'est avec un musée. Et 3, pour faire parler de soi, donc aussi bien s'échapper d'une communauté qu'on n'aime pas
parce que fun fact, les artistes ils sont insupportables, donc quand ils sont entre eux, c'est des combats de coq, littéralement. C'est simple, il faut choquer. Comment je choque? Au début c'était les premiers nus, les déjeuners sur l'herbe, tout ça, Monet. Ça a permis de sortir du carcan des artistes établis par l'État et de créer une nouvelle communauté d'artistes plus bohème, qui après en fait a donné d'autres artistes qui ont essayé de casser le carcan. Enfin, il y a toujours eu l'avant-garde et pas du conservatisme, mais genre de l'art légitime. Tout ce qui est ancien est légitime, tout ce qui est nouveau est transgressif. Ça a toujours été comme ça pour les conservateurs. Et en fait, on arrive à un problème où ce genre d'artistes comme Mr. Brainwash et limite Banksy, mais Banksy en fait, de par son lieu de réappropriation, de tous les street artistes font, de réappropriation du lieu public comme espace d'art, est déjà quelque chose de bon. C'est bien de faire ça. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de le faire. Même si après, voilà, même si après il y a toujours eu les tags, techniquement ça a toujours existé avant eux, mais le côté il y a des artistes où tout va être utilisé pour faire de la spéculation en fait. Que ce soit Mr. Brainwash ou un mec qui dessine des beats ou une meuf qui fait juste genre j'ai dessiné des clitos sur des machins. Enfin, ils s'en branlent. C'est juste, plus l'artiste est connu, plus ça vaut cher. Donc, il faut à tout prix que cet artiste soit connu. Comment on fait qu'il soit connu? J'achète son art de merde à 1 milliard. Oh putain, surtout qu'ils vendent à 1 milliard, mais c'est-à-dire que cet artiste, en fait, il est tendance, donc je vais acheter plein de trucs. Il y a plus d'aspect d'art, en fait, dans ce genre d'artiste. La séquence où il est au téléphone en train de vendre ses œuvres qui n'ont pas été encore faites à genre 30 000, 50 000 $, c'est assez hallucinant de genre... Oui. Enfin, en fait, c'est hallucinant que ça fonctionne, quoi. Qu'ils soient au téléphone... Oui, je voulais en parler de ça. Attendez, moi je veux répondre à Queen avant. Putain, c'est Gunbox, là, c'est bon, là. Je suis d'accord avec toi sur le fonctionnement du truc, sauf que quand t'as des conversations avec des gens sur le fait que Pollock c'est pas de l'art, c'est des gens qui vont dire mais si l'art machin, donc en fait il y a quand même une espèce de il y a une surcouche de texte par rapport à ça. C'est pas simplement si ceux-là ils font du pognon, alors c'est légitime qu'on en parle dans la tête des gens, tu vois. Ouais, mais ça a l'air factice quand j'entends Mr. Brainwash parler de l'art, ça me semble tellement factice. Non, je parle pas de Mr. Brainwash, tu vas dans une galerie, tu te mets devant un Pollock, tu dis putain Pollock il a rien à foutre ici spécialement. Les gens qui vont te répondre, ils vont pas te répondre qu'est-ce que tu racontes, ça vaut des milliards, tu vois, ils vont te dire mais si l'art machin. Donc moi, je pense que ce que tu dis par rapport au mécanisme de légitimation de l'art est vrai, mais il y a quand même une surcouche qui se veut intellectuelle par-dessus, qui va défendre le truc que je comprends pas, dont les arguments ne me parlent pas en tout cas. Il y a un truc, quand j'étais au musée, c'était que je disais toujours aux gens, genre qui disaient genre mais ça je peux le faire, je fais faites-le. Non mais sincèrement, genre je suis en mode machin mais je pourrais le faire chez moi, ou un enfant pourrait le faire, je suis genre faites-le. Genre moi j'étais gentil et je leur disais il n'y a jamais de problème d'avoir trop d'art dans le monde en fait. Oui. Ça n'a jamais été un problème. Donc souvent les mecs ils me disent mais après toi c'est drôle parce qu'après ils disent mais moi je sais pas faire. Je fais donc alors tout le monde peut le faire ou... En fait il y a des gens, ils sont dans une posture de critique parce que en fait par habitude et voire même habitus, du coup par leur culture dominante qu'ils ont, c'est que si ton art ne ressemble ni à Botticelli ou tous les artistes classiques, voire maintenant de nos jours, parce que même le pop art est par les bourgeois et les conservateurs reconnu comme art, parce que c'est pas passé, les punks deviennent conservateurs, ça a toujours été comme ça. Il y a un côté, si ça dérange trop ou que ça propose rien, même pas proposer, parce que un art n'a... Pour moi, je cherche pas un but à l'art. C'est pour ça que même si c'est des artistes, c'est toujours d'analyser, critiquer de l'art que je vois, parce que je suis un peu en mode qu'est-ce que ça peut vouloir dire, est-ce que c'est juste de la fantaisie ou... c'est un peu le côté mais le mec il a fait un tableau bleu parce que le tableau il est bleu. Je suis pas de cette vision de l'art comme ça. Que ce soit cet art qui réussisse, ça ne me dérange pas, parce que si ça permet à pousser à des gens à dire moi je peux faire mieux, je vais le faire, faites-le. Mais il y a le côté spéculation de si on regarde cet art là, c'est parce que ça s'est vendu très cher. Pourquoi c'est dans une galerie? Parce que il y a un mec qui a genre 40 000 tableaux dans des storages en Suisse, et il nous a fait l'insigne honneur de nous présenter sa collection. Je suis là, merci connard, grâce à toi on peut voir que ça ici quoi. Oui, et puis on rappelle que les richoux qui de gaieté de cœur filent leurs tableaux de leur collection privée pour les mettre dans des expositions,
On rappelle que c'est pas de gaieté de cœur, c'est pour que leurs tableaux reviennent dans le zeitgeist et gagnent en valeur pour pouvoir après les revendre. Donc, C'est pour ça d'ailleurs que certains tableaux sont interdits d'être pris en photo. Il y avait un collectionneur qui refusait certains tableaux parce que j'ai parlé avec lui, parce que le premier jour d'inauguration, je fais tiens, c'est marrant, mais pourquoi monsieur vous avez pas fait ça? Il me fait genre parce que c'est des tableaux que je refuse de vendre. Et je suis en mode, donc du coup tu lui mets un truc mais tu refuses que les gens prennent en photo parce que ça risque de créer de la valeur que tu ne veux pas et t'as peur de. Enfin, c'est un chat qui se mord la queue. Mais en fait, tu vois, je trouve que dans le cas de Mr. Brainwash, tu parles de spéculation, mais lui, c'est une spéculation que lui-même, il veut, quoi, enfin, qu'il recherche, parce que quand tu le vois en train de balancer des prix exorbitants pour ses œuvres, c'est exactement la même mentalité qu'il avait lorsqu'il vendait ses vêtements, tu vois. Et je pense que son public, en face, s'il est autant hypé devant ses œuvres, c'est parce que c'est le même public qui a acheté ses vêtements ultra chers. Mais oui, mais c'était à moi pourquoi il allait à Los Angeles et pas Yves sur Yvette, il y a un truc. Bon, je les connais. Il y a un truc aussi, c'est que il y a une personne qui en parle un peu dans le reportage au moment où il filme les gens qui visitent sa galerie. Je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais une meuf qui fait genre ah là là, les gens disent qu'il y avait plus d'art à Los Angeles, machin, mais voilà la preuve que si. Et en vrai, ça c'est un discours que t'as quand même encore assez régulièrement. Il y a plus d'art, on fait plus les artistes et les trucs comme ça. Mais en fait, évidemment. Il n'y a jamais eu autant d'art qu'actuellement, et avec Internet et tout ça, t'as jamais autant accès à de l'art qu'actuellement. Mais sauf No Safe for Work. Sans parler d'IA générative, bien sûr. Non, bien sûr, sans parler d'IA générative. Mais le truc, c'est que je pense que dans la tête des gens, en fait, les gens se souviennent des artistes qui faisaient l'événement. Et aujourd'hui, c'est très rare qu'un artiste fasse l'événement. Mais je pense que c'est pas les artistes qui manquent aux gens, c'est les événements. Et je pense que s'il y a autant de hype pour ces trucs-là, où d'un seul coup, tu te retrouves face à un événement d'un artiste, tu te dis « Oh putain, l'artiste est important », c'est pas parce que l'artiste est important, c'est parce que l'événement est important et il a fait un show, en fait. Ça aurait été juste des tableaux, les gens n'auraient rien eu à foutre. Ça aurait été du vrai street art, en fait. Tu vois, ça aurait vraiment été des trucs dans la rue où les gens passent devant en allant faire leurs courses. Je pense que personne n'aurait rien eu à foutre. Mais ça a été foutu, t'as attendu 3 heures dans une queue à l'extérieur du bâtiment à te faire chier. En été. Et là, vas-y, tu rentres dans le truc enfin, et puis ouais, il y a plein de monde et tout le bordel, c'est un bâtiment et tout, ça fait un peu select et tout le bordel. D'un seul coup, tu te hypes toi-même sur « Ah là là, c'est mis dans un écrin important, ça doit être important, tu vois. » Je pense qu'il faudrait revoir un peu cette vision d'événements importants. Je pense que voir des fois juste des événements un peu plus locaux, tu peux les voir comme des trucs déjà assez importants comme des milestones, mais juste pas à une échelle nationale ou internationale. Et des fois, je pense qu'il faut essayer de voir les choses un peu plus petits, quoi. Et sans pour autant retirer leur importance. Effectivement, il y a toujours eu des galeries personnelles. Tu vois, tu sais, des fois, là où j'habite, juste, il y a des... Genre, tu peux entrer, il y a de l'art. Ah, ok, marrant. Et tu repars, quoi. Ouais. Juste, Mais ça, moi, ça, c'est un reproche que je fais au public, c'est que... on a tendance à considérer l'art par rapport à son contexte et pas par rapport à l'art en lui-même, en fait. C'est que... Le contexte. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que je dis. Tu vas voir... Mais c'est de l'art de fantaisie, la cour de toi. Mais bordel de merde. Tu vas montrer une image aux gens, ils vont passer devant, ils vont même pas regarder. D'un seul coup, tu leur dis « Attention, c'est de l'art !» Et d'un seul coup, les gens vont s'arrêter devant pendant 20 minutes en mode « Ah là là, c'est important, il faut que je regarde parce que c'est de l'art. » Enfin, il y a beaucoup de gens qui, d'eux-mêmes, ne prennent pas le temps de décider par eux-mêmes si ce qu'ils ont devant eux est intéressant ou pas. Et je dis ça dans les deux sens, en mode, c'est pas parce que c'est dans une galerie et c'est censé être de l'art que t'es censé en avoir quelque chose à foutre si ça te parle pas. Ah, mais totalement. Et inversement, c'est pas parce que c'est un truc qui se trouve dans la rue que t'es censé le regarder en même pas 2 secondes en passant, quoi. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce que le fait de la galerie d'art, il y a aussi un côté de... Il y a un état d'esprit dans lequel tu vas être où, ok, là, quand je vais... j'ai envie de faire le Louvre, j'ai envie de voir comment tel artiste a fait ça, machin. C'est genre, vraiment, je me prépare un truc. Quand tu vois dehors, souvent, c'est soit parce que t'as quelque chose d'autre en tête, genre, je dois aller à un rendez-vous, je dois aller d'un point A à point B. Enfin bref, souvent, c'est autre chose en tête que l'art en lui-même. Donc c'est normal que les gens, ils passent à côté, tu vois. Mais en même temps, il y a des fois où ça arrive jamais pour l'art en lui-même, mais ça arrive plus, par exemple, genre tu marches dehors, il fait tard le soir, et tu vois le coucher de soleil, tu fais en mode, oh putain, attends, il faut que je me pose et que genre, tu sais, que je contemple, littéralement. Donc... Parce que c'est beau, toi. Ou juste ça te parle, toi, ou alors ça te fait ressurgir des souvenirs. Tu vois, genre,
Et c'est un truc qu'il faudrait essayer aussi d'avoir dans la vie de tous les jours, pour n'importe quoi, sans que ça tombe dans la nostalgie. Moi, je pense que une fois que vous avez fini d'écouter cet épisode de podcast, vous les auditeurs, là, Et auditrices. vous sortez 1 heure chez vous et vous allez regarder des tags dehors. Ouais. Ouais. Vous voyez des gens dire Nick la police avec N-I-K, des obs, plein de zobs. Mhm. Et c'est de Si là. vous êtes à Lyon, les croix gammées, hein, je suis Des en- gens qui écrivent leur nom en gros. Une fois, j'ai vu Voilà. un graffiti à Lyon. C'était genre fuck Usul. Dans les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes à Lyon, essayez de retrouver ce graffiti, s'il vous plaît. Encore quelqu'un qui est pas content de l'épisode sur le rap de Ouvrez les guillemets. En vrai, compréhensible, hein. Non, tu plaisantes, mais la preuve que ça marche, parce qu'on en parle. Et voilà. Je voulais dire un dernier truc aussi, c'est que... Enfin, un dernier truc, non, on va encore parler, mais je voulais dire un dernier truc sur Mr. Brainwash par rapport à ça, c'est que... On n'a même pas fini le documentaire. Hein. Je me suis fait une réflexion sur, à partir du moment où lui donne la mission de... Bah vas-y, va faire de l'art pendant qu'on fait les dérushs et tout le bordel. C'est qu'en fait, Mr. Brainwash, c'est un artiste, mais son œuvre, c'est pas ses tableaux, son œuvre, c'est « je suis un artiste ». Tu vois ? Oui. C'est ça son véritable travail, c'est de se mettre dans le rôle d'un En scène. artiste. Il y a un commentaire qui revient beaucoup dans les commentaires. Parce que du coup, on a regardé commentaire le docu, on l'a pas dit, mais le docu est dispo sur YouTube. Oui. Pas sous-titré, donc faites gaffe quand même. Pas sous-titré, mais du coup, il y a beaucoup de commentaires en anglais dessous. Et je crois qu'il y en a aussi sous les interviews clics de Mr. Brainwash. Où un truc qui revient souvent, c'est les gens qui disent Mr. Brainwash, c'est la plus grande œuvre de Banksy. Et... En vrai, ouais. Bah, même Banksy, il en parle, toi. Mais en fait, il y a un truc un peu genre bizarre parce que c'est vraiment le crash out d'un type et les gens regardent ça en mode ah quand même il est fort Banksy de. Oui, en fait, il y a un peu le côté genre ah ouais, Elon Musk, il a fait exploser, c'était le ça, genre Masterful Gambit. C'est ça. C'est Icar qui se noie et ils disent waouh quand même il est fort son daron parce que c'est Bon plongeon, ça hein. fait une belle histoire à raconter. Ouais. Non mais c'est vrai que justement sur la fin, Banksy, t'en as déjà parlé, il fait rien pour l'aider, lui dire que là t'es en train de faire de la merde, il faut que t'arrêtes. Limite il est juste en train de regarder le crash en disant ah tiens ça pourrait être intéressant à mettre dans le documentaire ça aussi. Donc il y a vraiment un côté un peu... En parlant de documentaire, on va le vite le finir du coup. Succès incroyable. Ah, super. Ce qu'on vend pour $1 million ces merdes en un jour. On a vite fait un retour sur Shepard et Banksy qui disent ça c'est les scientifiques de le film genre what have we done. Et l'épilogue de fin et c'est vraiment genre tous les artistes présents dans cette vidéo ne veulent pas parler à Mr. Brainwash. Mais tu vois, en fait, Banksy, il fait quand même des trucs qui sont assez abusés. Tu sens qu'il a quand même préparé ses répliques. Genre, il est là en mode, ouais, avant, j'avais tendance à pousser les autres à faire de l'art. Et là, maintenant, bah, non, je le fais plus trop, quoi. Il y a vraiment ce côté, j'ai honte de Mr. Brainwash. C'est la dernière fois où j'ai fait confiance à quelqu'un. Et en même temps, tu sais, il dit pas clairement pourquoi il a honte de Mr. Brainwash. Il est juste en mode, regardez ça, c'est évident pourquoi c'est honteux. Mais en fait, il ose pas dire pourquoi. Et je pense que c'est exactement ce que disait Moche tout à l'heure sur... Bah en fait, Mr. Brainwash, c'est Banksy avec genre la saturation et le contraste au max. Oui, c'est pour ça. Mais du coup, je trouve que du coup, il y a un côté assez hypocrite de la part de Banksy de traiter l'affaire comme ça. Et je pense que le Banksy movie, vraiment, c'est... Il faudrait refaire le docu film. sans qu'il soit involved, quoi. Oui. Oui. Totalement. Et aussi sans le côté montage et musique background de vidéos YouTube de merde. Parce qu'il y a beaucoup d'artefacts d'époque MTV, on va dire. It was obsession. When I pick up the camera, I couldn't do anything without capturing. I keep filming, keep filming, keep filming. Sans Mr. Brainwash non plus, en fait. Juste, tu montres des street artistes qui font du vrai street art. Ah ouais, ça s'il vous sera très plaît. bien, Ah ouais. tu vois. Dès que tu vois quelqu'un qui commence à dire « Hey, on ferait pas une galerie ?» et tu passes à autre chose, tu vois. Ah, d'ailleurs, je voulais en parler de ça. Du meurtre d'un mec... J'ai oublié qui l'envoie, mais il y a un gars et son équipe qui rejoignent Thierry Guetta dans son expo à un moment.
C'est Banksy qui envoie des gens à un moment. Eh ben, ces gens-là, c'est vraiment, ils le valident de ouf dans sa démarche, en fait. Il y a un truc assez terrible de gars qui a des idées de grandeur inaccessibles et on t'envoie des gars pour rendre ça possible. Pour te saucer, ouais. Que ça marche, en fait. Et il y a un truc très bizarre de ces mecs qui ont l'air de détester Mr. Brainwash et ce qu'il fait et qui sont là juste pour que ça marche et que ça fasse un max de pognon. Quand tu le vois assis en tailleur sur la table en train de parler au téléphone et répondre aux gens et tout ça. Et il y a vraiment ce truc de, c'est des galeristes qui sont là pour galeriser, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le documentaire, Sybille? Bah, là, tu vois, en fait, On n'a en pas parlant... parlé des interviews, par contre, mais... Enfin, on l'a fait, mais est-ce que Voici. on en reparle? T'es un diamant, moche. Dis donc, moche, c'est à moi qui ai posé la question, Queen, hein. Oui, sauf que si t'allais dire ton dernier mot et qu'on repart après sur les interviews, ce sera pas le dernier mot, donc je préfère le dire maintenant. Mais elle a demandé un truc à ajouter sur le film dans tous les cas, donc si on parle des interviews, on parlera d'autre chose. Oh, boum! Ouais, mais je fais pas confiance à Queen pour avoir dit ça en mode maintenant on va Et parler on passe des au interviews. recours, Voilà, alors. exactement. Non mais en fait, je trouve que tu vois, il y a un côté finalement... Alors c'est vrai que quand j'ai maté le documentaire avant, Thierry Guetta, c'est un con, ça c'est un truc que je maintiens, il a vraiment une personnalité que je trouve vraiment détestable sur plein de points, mais là en parlant, ça me fait quand même réaliser que le mec a quand même beaucoup été manipulé et utilisé Un dîner de con. Oui, voilà, oui, un dîner de con. Et vraiment ça, tu vois, c'est genre, il avait vraiment la personnalité parfaite pour être mis en avant comme ça et brasser un max de thunes et même l'utiliser pour mettre Banksy en avant et flatter son ego. Enfin, il y a vraiment tout un truc comme ça où le mec est à la fois assez détestable et en même temps assez pathétique. C'est assez triste. On peut être détestable et pathétique, hein. Oui. Les gens de droite le font tout le temps. Hein. Ouais, mais eux, j'ai beaucoup moins d'empathie pour eux, toi. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il a l'air vraiment sincère dans toute sa démarche, tu vois. Il est pas forcément malveillant, même si c'est un gros con. Mais ouais. Je pense que c'est plus sans s'en rendre compte, en fait. C'est ça le pire, en fait. Sans s'en rendre compte, ouais. Genre, le saison qui fait du mal à sa famille en étant jamais là. Et le mec est vraiment juste dans... En fait, il est vraiment dans sa propre histoire, en fait. Il a un peu un côté main character syndrome, mis en avant par le documentaire, forcément, toi. Mais en fait, tout le long, c'est que même quand il filmait les autres, il y avait un peu un côté... Oh putain. En fait, parce que même un côté, il avait vraiment jamais prévu de faire un documentaire non plus, en fait. Il y a un truc vraiment bizarre, en fait. Mais si, en fait, pour le coup, t'as vraiment raison, c'est complètement le main character syndrome, parce que même quand il filme, du coup, il se place dans une position qui fait que c'est lui qui va choisir qui il met en avant, comment il les met en avant. Enfin, il voulait pas les montrer à la base, on est d'accord, mais il y a quand même ce truc de... Il se donne quand même un rôle vachement important, parce qu'après, ce serait genre ses propres archives de sa propre vie, tu vois. Donc, il y a quand même en effet ce côté-là. Mais ça, je sais pas, parce que... Enfin, je sais pas à quel point c'est le montage final qui fait ça, mais... Moi, j'ai quand même l'impression que la première partie où il filme les gens, qui filment Space Invaders et son cousin, ouais. Shaquille O'Neal et Shepard Noël Fairey, Gallagher. il y a un truc très opposé de, je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais pas main character syndrome, il y a un côté très cuck. Genre, vous êtes beaucoup plus cool que moi, donc je vous filme. Et du coup... Cuck character syndrome. Exactement. Et du coup, il y a un truc très... Je pense que ça a complètement démultiplié le shift qui s'opère après, où du coup il se dit, mais en fait c'était moi. Pendant tout ce temps j'ai cru que vous étiez plus cool que moi, alors qu'en fait non. It's you. No, it's me. Kono, Mr. Brainwash da. It could be you, it could be me, it could be even. Mais tu vois, en fait, justement, il laisse au début ce placement un peu de fanboy, tu vois, vraiment, il admire ce que vous faites et il aimerait être à leur place. Et en fait, à la fin, il fait le démarche de se mettre à leur place sous l'impulsion de Banksy, de ce que nous dit le docu. Donc, il y a vraiment ce truc de non, mais attends, oui, je peux le faire en fait. C'est ça. Il est passé en mode personnage de shonen qui veut devenir son mentor, tu vois. C'est un gars qui était dans un musée qui a dit, mais ça, tout le monde peut le faire, et qui a réalisé qu'il pouvait le faire. Voilà. Oui. Donc, morale de l'histoire, ne le faites pas. Et Il savait qu'il pouvait le faire, alors il l'a fait. Je pense que la vérité est un peu entre les deux, parce que quand même, certes, quand il filme des autres personnes, mais on le voit dans le reportage se présenter comme un movie director ou je sais pas quoi. Oui. Donc, produit, ça lui donne un rôle quand même de tenir la caméra. Puis en fait, il a aussi dit dans l'interview de Click qu'il filmait toujours avec genre 3 caméras. Et du coup, à des moments, tu le vois, il met des caméras qui le filment lui en train de filmer une personne. Tu vois, il y a un moment, quand il est en France et qu'il filme une personne qui fait des graphes et qui a une espèce de cagoule sur la tête ou de collant sur la tête pour pas qu'on voit son visage. À un moment, il fait un plan circulaire tout autour de lui.
et tu vois un autre plan qui filme Thierry en train de faire ce plan circulaire tout autour de lui. Donc quand même, il se donne un rôle assez central dans tout ça, tu vois. Il s'efface pas. Il s'oublie pas là-dedans. Moche, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce documentaire? Oui, j'ai 2 choses à rajouter sur ce documentaire. Premièrement, je voudrais revenir sur Banksy qui tague les murs à la Palestine et pourquoi moi je suis pas forcément méga convaincu par l'approche. Parce que il y a le côté très voilà, moi je suis l'artiste qui vient de Londres, je viens poser mes grolles sur le truc, je fais mes tags, je me casse. Ça fait parler de moi. Alors certes, ça fait parler, mais lequel des deux a vraiment le plus profité de la publicité au final? Bon. Et puis il y a aussi le côté, je sais pas, t'aurais peut-être pu faire une collaboration avec les personnes qui y habitent en fait. T'étais pas obligé de venir toi parler avec ta voix, dire tes trucs, tu as faim. Oui et non, parce que je pense que ça aurait pu mettre les Palestiniens en danger eux-mêmes. Parce qu'on rappelle que Israël a comme mauvaise habitude de tirer au sniper sur la population. Ouais, enfin ils ont aussi. Et qu'ils ont, non mais ils ont et une mauvaise sur des habitude de journalistes tirer connus, au sniper sur leur propre population quand ils croient que c'est les autres aussi. Enfin. Non mais bien sûr, mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a un peu un côté. Ouais, je vais faire un... Genre, typiquement, j'aurais bien vu ça, genre, dans une news. Ah, l'artiste palestinien qui avait fait un truc avec Banksy, bah, il a été shoot down. Voilà. Parce que Hamas, bien sûr. Ouais. Bah, heureusement qu'ils l'ont pas fait, du coup, parce que, du coup, ouais, maintenant, ils sont tous en sécurité. C'est vrai que c'est bien, ouais. Mais en tout cas, le truc de à qui ça profite le plus, je pense que le docu le répond de lui-même parce que le docu se focus sur le fait que les télévisions parlaient que de Banksy. Oui. Et c'était genre, waouh, quelqu'un a osé faire ça, venez, on va parler de lui, qui est ce mystérieux artiste. Ça avait même été renommé la West Banksy. Oh là là. Ouais, bah, là, c'est... MDR. Quel enfer, quoi. J'ai pris des points de dégâts psychiques. Non mais, oui, complètement, mais ça montre aussi en effet que Banksy a pas mal profité de... Je sais pas si c'est forcément le but de base, peut-être qu'il y avait vraiment une volonté de mettre en avant le conflit, mais au final, ça lui a plus profité à lui que à la mise en avant de la guerre en Palestine, quoi. Donc, je dis pas que c'est mal, mais je dis que la démarche telle qu'elle est faite, elle est pas idéale, quoi. C'est pas... Après, on était en 2004. Genre, j'ai pas envie de dire que les gens étaient pas woke, mais genre, que le mec ait pas pensé à ça, enfin... Oui, il y a ça aussi. C'est un artiste génial ou c'est pas un artiste génial? Attends, tout le monde Bah, moi j'ai jamais dit ça, donc je m'en branle. Tout le monde se polie les glands sur le mec, voilà, c'est bon. Bah, preuve que pas tout le monde, regarde, on est littéralement 4 connards et connasses. Mon gland n'est pas poli. À cause de Onsi, maintenant je suis obligé de me genre masculin. Vraiment misogyne. Pardon. Ouais. Dis sorry woman. Sorry woman. Et c'était quoi la deuxième chose que tu voulais dire, Moche? Eh ben, j'ai réussi à l'oublier entre-temps, donc c'est parfait. Parfait. Waouh. Onsi, c'est quoi la dernière chose que tu voulais dire sur ce documentaire? Moi? Bah, t'appelles pas Onsi Bino, connard. Oh, putain, mais c'est quoi ça, là? J'ai pas entendu. T'as parlé en même temps que les autres, on n'a pas entendu. Oui. Mais Bon, non, je crois pas. Merci. Alors moi, j'ai juste rajouté que j'aurais fait un docu sur les NFT, ça aurait été le même documentaire. Ah bon? Bah, le côté genre... Oh putain, ça c'est de l'art. Putain, regarde ce singe, ça c'est de l'art. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Et on retourne sur Moche. Ça va être très rapide, hein, mais juste le parallèle me fait beaucoup rire. Le mec qui a une caméra qui filme tout le temps, qui est pas capable de donner des réponses simples aux gens où t'as l'impression qu'il cite des phrases toutes faites à base de faut y croire, faut machin. Oui, des Facebook posts. J'ai hâte qu'on regarde le film Nightcrawler, du coup. Voilà. J'avais beaucoup aimé ce film. Putain, tu nous le teases, ce film? Parce que vous verrez quand vous verrez le film que vous allez repenser du coup à Mr. Brainwash, je pense. Oh putain. Mais d'ailleurs, la partie où on en a parlé tout à l'heure de... Merde, le guitariste connu de rock, là. Oui, Noel Gallagher. Non. What the fuck? Bah, Oasis, c'est un groupe de Elvis rock. Presley, qui tient son flingue en jouet. C'est, par rapport à ce que tu disais, Moche, c'est assez hallucinant comme il lui pose la question de ce que ça veut dire et il trouve pas, en fait. Oui. Il dit 3 fois ou 4 fois qu'il lui a mis un jouet entre les mains au lieu de la guitare. Jamais il parle du fait que le jouet, bah, c'est un flingue. Et c'est assez hallucinant d'être comme ça face à une œuvre qui est supposée être de toi, en tout cas que tu revendiques comme ton œuvre, même si c'est genre tu n'as eu aucun impact dans son processus créatif. Et genre vraiment de s'empêtrer les pieds dans le tapis, de pas savoir dire qu'est-ce que c'est ton œuvre. Le truc, c'est qu'en fait, pour
il y a 1000 façons de dire plein de trucs politiques sur le fait que, au lieu de Elvis Presley avec une guitare, c'est un flingue, tu dis genre, ouais, bah, le soft power américain, ça passe aussi bien par la musique que par les armes. Enfin, il y a 40 000 façons de décrire ça. Oui. Mais les trucs, c'est des trucs que je dis souvent. À l'époque, si proche du 11 septembre, quoi. Oui, on a une guerre en Irak, on est en 2005. Mais le truc, c'est que, d'habitude, il y a toujours un côté, le mec, il a juste gardé la première idée, il a pas poussé plus loin. Mais le mec, il avait même pas de première idée de base. C'est juste, ça et ça. Et dans le truc de Mouloud Achour, il fait genre, moi, j'aimerais faire de l'art pour les enfants, pour dire que les enfants, ils peuvent faire de l'art. Mais, mec, tu fais même pas de l'art pour les enfants, parce que quand les enfants, ils veulent faire des trucs, c'est parce qu'ils ont une idée en tête. Toi, t'as juste fait de l'art en mood. Pourquoi c'est vert? Lui, il fait juste du mimétisme. Ouais, ça, ou du mimétisme. Il fait juste du mimétisme. C'est comme je disais avant, il a des références qu'il a pas digérées parce qu'en fait, il les comprend pas et qu'il voit juste des personnes qui prennent des œuvres, qui changent les couleurs et il dit, oh, c'est sympa. Oh, là, ça, ce serait marrant si on remplaçait ça par ça. Et en fait, il sait pas ce qu'il raconte parce qu'il raconte rien de base. Le mec, il est creux. Son art est creux. Mais en fait, le mec, le seul bon choix de toute sa carrière d'artiste, c'est de s'appeler lui-même Mr. Brainwash, en fait. Le mec est con comme une bite. Mais c'est pas, il y a des trucs qui seraient super intéressants entre la mise en abîme avec Andy Warhol sur les pop art, ouais. Bombes de peinture qui sont des soupes Campbell's. Oui. Et en fait, il le montre juste pour dire, il a embauché un gars en lui demandant est-ce que tu peux faire une grande bombe de peinture, s'il te plaît. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un docu sur l'art qui ne parle jamais d'art, quoi. Oui. Bah oui. Qui montre des artistes qui parlent pas d'art parce qu'ils parlent d'autres choses, toi. Genre Et ça a été fait par Banksy, on rappelle, hein. Donc gros tâcheron Banksy, voilà. Bref, on rappelle que Andy Warhol a été tiré dessus. Alors, on va passer à reco. Aussi. C'est quoi ta reco? Ma reco, c'est Sludge Life, un jeu vidéo brésilien de graffiti. Ça, c'est vrai. En low poly et dans un monde fictif au bord de la destruction. Et on fait des tags et des graffitis dans ce monde-là. Je sais pas si je dis les bons termes, mais en tout cas, jouez-y, c'est très bien. La BO, elle est incroyable. En termes de gameplay, c'est comment? C'est genre C'est un jeu d'exploration. Et les graffitis, c'est pas un jeu de graffiti au sens comme Jet Set Radio ou c'est ce que je pensais. Echo, j'ai oublié le nom complet, mais il y a des jeux de graffiti où on fait du graffiti. Là, t'appuies sur un bouton et le graffiti est fait. Et c'est plus un jeu d'exploration et de découverte d'un monde. Et c'est politiquement, c'est assez intéressant comme jeu. Et vraiment, c'est un walking sim en fait. C'est un, je sais pas. C'est un, si alors, tu veux. les gamers, si vous voulez tuer Onsi Buno. Alors, Montpellier raconte de toi. Mais je sais pas, est-ce qu'on fait plus que marcher? On prend des drogues dans le jeu. Est-ce que c'est un walking sim? Mais il a pris de la langue. C'est un jeu Ubisoft. C'est Ubisoft? Ah non, putain, ta gueule. Non. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez déjà, parce que il était gratuit pendant 1 an à sa sortie sur Epic Game Store. Donc si vous avez Epic Game Store et un jour peut-être vous avez vu un truc gratuit, vous avez dit c'est gratuit, je vais être le produit. Vous savez peut-être déjà le jeu. Peut-être. Mais moi, elle a pas Epic parce qu'elle déteste les trucs gratos. Oui. Moi, je suis une hipster et comme tous les hipsters, je suis sur Steam, bien sûr. Bien sûr. Tu peux rappeler le nom de ton jeu, s'il te plaît, Onsi Buno? Sludge Life. SLUDGE espace LIFE. Et on va passer à Marocco. Je vais vous parler d'une vidéo YouTube de Nick-Tendo qui s'appelle 1.31.07 Never Forget How Terrorists Scare Change Cartoon Network Forever. Cette vidéo, en fait, elle parle d'un collage fait pour la série Aqua Teen Hunger Force, qui est un show d'Adult Swim, qui est un show qui, c'est un show américain à l'Adult Swim, donc en fait c'est des persos qui traînent ensemble et qui s'insultent tout le temps. Un peu à la Beavis et Butthead, à la... Non, Rick et Morty, il y a quand même des histoires dans le truc. Il y a un peu ça dans Metalocalypse. Enfin bref, c'est ce genre de un peu humour edgy que moi j'aime bien, mais qui a quand même extrêmement validé parce que c'est vraiment juste des persos qui s'insultent entre eux, quoi. Genre, il y a un pote qui dit à l'autre regarde-moi ta tronche et tu penses qu'il y a un dieu qui nous aime. Tu vois, c'est ce genre de punchline tout le temps. Un peu à la Daria aussi. Daria est très comme ça aussi. Et en fait, en 2007, donc le 31 janvier 2007, c'est pour ça que c'est 1.31.07 Never Forget, ils ont fait des collages partout, dans toutes les villes de US, enfin pas toutes les villes, mais je comprends, les grosses villes. Et en fait, les gens ne comprenaient pas, et ils ont appelé les flics
pour décollage où en fait c'était un des persos qui faisait un doigt d'honneur avec écrit du coup 1-31-07 Never Forget. Et en fait tout le monde a cru que c'est du code terroriste pour faire des attentats. Donc Cartoon Network était dans la sauce, les créateurs de la série étaient dans la sauce. Bref, il y a eu beaucoup de problèmes et je trouve ça intéressant que une publicité a fait plus de bordel que tout l'art de Mr. Brainwash ou n'importe quel street artist. Putain. Donc voilà, je vous rappelle le nom de la vidéo 1-31-07 Never Forget How a Terrorist Scare Changed Cartoon Network Forever. Sibyl, c'est quoi ta reco? Alors moi, ma reco, ça va être un autre film documentaire. Ça s'appelle Bombshell, The Hedy Lamar Story, ou en VF, Hedy Lamar From Ecstasy to Wi-Fi. Parce que, voilà, en VF, on aime bien des bâtards qui transforment un nom anglais pour mettre un nom anglais. Réalisé par Alexandra Dean. Donc, c'est un film qui va retracer toute la vie de l'actrice Hedy Lamar, donc, qui était une assez grande actrice dans les années 30-40. Et qui, donc, du coup, était très connue pour sa beauté, mais qui était aussi, ça c'est une partie qui était un peu moins connue. Bon, aujourd'hui, on en parle un peu plus, mais à l'époque, c'était moins connu. Qui était aussi une personne qui aimait bien inventer des choses et qui était à la base d'une manière de communiquer qui s'appelle le Frequencies Hopping, qui a permis derrière la création du Wi-Fi, du Bluetooth, de plein de manières de communiquer qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Donc, elle a permis ce truc-là, et donc du coup, tout le documentaire va parler un peu de toute sa vie, parler un peu du coup, en français, c'est From Ecstasy to Wi-Fi, parce que Ecstasy, ça a été le film qui l'a fait connaître en 1933, où, justement, elle a eu un peu sa réputation d'actrice sulfureuse, parce qu'on la voit nue à un moment et simuler un orgasme de manière assez réaliste, donc, derrière toute sa carrière, c'est beaucoup construit sur le fait que c'est une très belle femme, qu'elle est sensuelle, ce genre de choses, et du coup, ont un peu tué tout ce qu'elle aimait faire aussi, qui était, genre, inventer des choses. Et du coup, le documentaire revient sur tout ça, revient sur toute sa vie, et je le trouve vraiment très très cool, très bien fait, très intéressant, et aussi assez touchant. Donc, si vous connaissez pas l'histoire de Hedy Lamar, je vous conseille de vous pencher sur le docu pour découvrir ça. Parfait. Moche, c'est quoi ta reco? Alors, ma reco, du coup, je l'avais montré. T'as mis d'ailleurs 1 mois à la voir, d'ailleurs. Oui, alors que pour le coup, une fois que tu sauras c'est quoi, tu vas te dire, vraiment, je vais vous recommander un autre documentaire que vous pourrez trouver sur YouTube et qui a été diffusé en 2020, qui s'appelle The Fandom. Ah. The Fandom, pardon, c'est un documentaire sur la genèse, l'historique, la chronologie de la genèse du fandom Fury aux États-Unis. Ça commence dans les années 70-80 et c'est une mine d'or par rapport aux images d'archives où tu vas avoir des vieilles images de vieilles expos, Comic-Con et trucs comme ça, puis après les premières conventions Fury et tout ça. Tu vas voir des artistes, alors pas des artistes comme Banksy, des vrais artistes pour le coup. Et hop là qui vont commencer à tâtonner, faire des trucs dans leur coin, se retrouver, faire des trucs ensemble et tout. Et évidemment, Queen pourra en attester, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les trucs Fury, vous allez voir des gens en fursuit et des trucs comme ça, donc... Va falloir respirer par le nez. C'est ça, vous allez serrer les dents, mais c'est limite intéressant comment on peut voir le développement d'une communauté en fait. Ouais, pour toute la partie archive, c'est vraiment une mine d'or par rapport à ça. C'est un super travail. Donc je rappelle, ça s'appelle The Fandom. Et bah parfait. C'est vraiment intéressant, il est vraiment intéressant ce documentaire. Oui. Et on va lancer la roue. Ouais. Bravo Tabasco. Let's go. Putain, Onsi va profiter de la roue, c'est incroyable. Et le prochain sujet sera donc un jeu vidéo, incroyable aussi. Allez, on va lancer la roue. Onsi, tu vas me dire stop. Stop. Et oui, ça s'arrête pas immédiatement. Tu vas attendre encore 5 minutes. Immortality. Un jeu de Sibyl, du coup, incroyable. Let's go, putain. Oh, j'ai hâte de retourner un peu dedans, dis donc. Ah, incroyable. Attends, laisse-moi juste... Ah, il est en vrai, il est en... Putain, il a 12 balles, putain. Je crois qu'il est en 20 balles, normalement. Oui, bah, merci. Bref, ouais, youpi. Immortality, ouais. Et bah... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un sujet à moi, let's go. Bah c'est vrai qu'on a eu ce connard de Onsi Luno qui nous a pris toute la place. Encore un coup des armes. Merci Onsi. Merci et on remercie Onsi pour la Onsi. réussite. C'était trop bien. Oui.
Et tu vas revenir pour plein d'autres épisodes, parce qu'on a plein de sujets où on va te traîner de force avec nous, hein, voilà. Hein, Ouais. Pour... tu seras notre ami gay pendant notre sleepover de filles. Ah putain, c'est tellement ça, merde. On Ça espère que t'as va. apprécié. Moi, elle m'a dit qu'on allait me casser la gueule pendant le podcast, mais ça s'est bien passé. Ah. Ouais, on a cassé la gueule à Banksy, donc c'était... Oui. Et on vous dit à la prochaine pour un épisode sur Immortality dans 2 semaines. Bye. Bye. Ciao. Bye. Qui est Banksy? Hein? C'est comme si que je prendrais un verre maintenant et je prends une serviette et je le recouvre. L'intrigue de vouloir voir qu'est-ce qu'il y a derrière va toujours t'intriguer. Si j'enlève la serviette, ça va rentrer l'image du verre dans ta tête et c'est fini, il est parti. B-U-L-L-S-H-I-T. New word. A-R-T-I-S-T. Spells bullshit artist. I say again, bullshit artist.